Dans la paracha de Mishpatim qu'on vient de lire, il y a une des lois qui est marquée à propos, a priori, des juges. C'est marqué l'otikar shochad. Tu ne prendras pas de prévarication, de pot de vin, qui a shochad yaver nechachamim, parce que le pot de vin aveugle les yeux des sages. Donc c'est un interdit pour le juge de recevoir un cadeau, d'accord, du plaignant, un des plaignants ou des deux plaignants, qui va influencer donc évidemment son jugement. Donc a priori, ça a l'air que cet interdit s'adresse au juge simplement, d'accord, pour pas influencer son jugement, mais est-ce que cette loi, elle s'applique aussi dans la vie en général? Deuxièmement, c'est marqué là-bas qu'il est interdit donc de donner un pot de vin. Alors il demande, la Gemara, est-ce qu'on aurait le droit de donner un pot de vin pour que le juge juge objectivement? D'accord? Parce qu'a priori, quand on est le tordu, on veut payer pour que l'autre aille dans mon sens. Mais est-ce que là, on pourrait imaginer que quelqu'un il pourrait payer justement pour que le juge soit objectif, d'accord? Et qu'il cherche vraiment la vérité à 100%. Après, troisième question, elle demande la Gemara, et quand un donne, donc le juge est influencé par celui qui a donné. Mais si les deux plaignants donnent, les deux, donc est-ce que le juge sera objectif ou non? Ok. Après, est-ce que le pot de vin, il influence la personne parce que, sachant qu'elle reçoit le pot de vin, donc ça l'influence? Ou alors, il y aurait une forme d'influence qui existerait même sans que la personne le sache? Oui, et on raconte une histoire où un jour, il y a eu un Dayan, un juge rabbinique qui devait juger quelqu'un, et puis un des plaignants, il lui a mis une enveloppe dans la poche. Mais le juge ne s'est pas rendu compte. Et après, quand même, il a vu qu'il était influencé d'aller dans le sens de la personne qui avait mis l'enveloppe. Pourtant, il ne savait pas qu'il avait reçu. Donc, si on dit que le pot de vin, c'est une forme d'influence psychologique, d'accord, donc comment quelqu'un ne peut pas l'avoir de manière inconsciente? C'est pour ça que c'est une grosse discussion. En vérité, si le pot de vin, il est interdit de toute façon dans l'absolu, parce que c'est interdit et ça provoque quelque chose, même inconsciemment, ou alors non, c'est que en fait, tout se passe dans la tête de la personne et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Mais vous avez bien compris qu'on va sortir du cadre simplement du Beddin, du tribunal rabbinique, pour essayer d'élargir ça à toute la vie, comme d'habitude d'ailleurs. Alors le Rav Dessler, il explique une notion fondamentale, c'est que, vous savez, dans chaque réflexion qu'une personne peut avoir, il y a ce qu'on appelle la hitaninout. La hitaninout, c'est-à-dire l'intérêt que la personne peut avoir à. Quand vous, par exemple, vous venez au cours, bon, je pense que ce n'est pas simplement pour ma beauté, c'est surtout parce que vous êtes intéressé. Donc, en fait, il y a le cerveau, qui est une espèce de machine à penser très, très puissant, et puis il y a l'intérêt. Et c'est l'intérêt qui va orienter le cerveau. D'accord? Maintenant, c'est parce que ça vous intéresse que vous vous intéressez. Mais d'un autre côté, l'intérêt, c'est justement ce qui détourne la réflexion. Donc comment faire? Parce que si tu fais ça par intérêt, automatiquement, ta réflexion est faussée. Mais si ça ne t'intéresse pas, d'un autre côté, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu ne peux comprendre la profondeur d'un sujet que si ça t'intéresse. Et l'intérêt, c'est justement la concentration qui va faire que tu vas aller au bout des choses. Ouais, si tu n'es pas intéressé, ça te saoule, tu n'as pas envie. De toute façon, toi, tu voulais être pizzaiolo, ton père, il t'a imposé médecine. Donc, tu vas entrer dans les pieds, tu travailles de la main gauche. Tu n'es pas intéressé. Ouais, toi, tu n'es pas intéressé à construire ton couple. Alors, automatiquement, l'autre te saoule, il raconte des bêtises. Ouais, parce que tu n'es pas intéressé. Donc, en vérité, l'intérêt, c'est ce qui va donner la motivation, c'est ce qui va donner l'intériorité, c'est ce qui va donner la recherche d'essentialité. Donc, toute sa vie, il faut avoir de l'intérêt. Ça provoque l'enthousiasme, ça aussi dans la Torah, ça existe, ça s'appelle Mevakesh Hashem, il faut être un chercheur. Il faut être Doresh Hashem, celui qui est, comme c'est marqué dans le Passouk, celui qui cherche Dieu, il ne va pas trébucher. Pourquoi? Parce qu'il est dans une dynamique positive de résolution, il est dans une dynamique positive d'évolution, donc il ne peut pas se planter. Comme je vous avais raconté, un gars, il va voir ses petits-neveux, il est célibataire, il a 40 ans, puis il n'a rien à faire le samedi après-midi, donc il va voir ses petits-neveux. Manque de peau, il y en a 2 qui ont la grippe, et évidemment, il revient et
Et lundi matin, ça gratte un peu. Et mardi, il est au lit avec 42 fièvres. Pourquoi? Ben, il est tombé malade chez les petits-neveux il y avait un foyer infectieux. Et donc, il est tombé malade puisqu'il est rentré dans leur espace. Et en été, malheureusement, on n'aère pas les maisons. Du coup, il a respiré ça, il est tombé malade. Ok, c'est logique, ok. Après, tu réfléchis, tu dis, mais je comprends pas. Le médecin, ouais, lui, il fait 40 visites par jour. Bon. Et la majorité, c'est pour des grippes. Donc, il rentre dans 40 maisons qui ont la grippe. Comment ça se fait qu'il n'est pas malade? Il fait 40 maisons par jour toute la semaine, il n'est pas malade. L'autre, il en fait une, il tombe malade. C'est bizarre, non? Oui, non? Oui. Ça vous intéresse ou... Alors, la réponse que j'avais donnée à l'époque, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, comme dit le patron de la Volvo. Mais en fait, c'est parce que le médecin, il y va pour soigner. Donc, il dégage une énergie positive, active, dynamique, puissante. Donc, quand lui, il est dans cette dynamique-là, ouais, le virus ne peut pas rentrer. C'est comme si vous prenez de la plomberie. C'est facile la psychologie, c'est comme la plomberie. Donc, d'un côté, vous avez 150 kg bar de pression, et de l'autre côté, vous avez 23 kg bar. Ben, l'eau, elle va aller par là. Donc, si vous êtes un moral très fort et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes, eh ben, la pénétration de la négation, du loser, de la lourdeur, de l'incertitude, de la peur, de la maladie, de la fatigue, ça ne rentre pas, puisque vous êtes dans la dynamique positive. Ça va? Donc, le médecin, il vient pour soigner. Alors, il ne peut pas tomber malade. Par contre, toi, tu es venu parce que tu n'avais rien à foutre de ta vie. Il y a de la place pour tomber malade. Oui, c'est ça le problème, c'est le vide, en fin de compte. Or, qu'est-ce qui fait qu'il y a du vide ou pas de vide? C'est parce qu'il y a un intérêt. Donc, tu vois bien qu'on a besoin de l'intérêt. Comme moi, je suis intéressé à vous enseigner, je suis intéressé à transmettre. Si je ne suis pas intéressé, eh ben, je ne suis pas intéressant. Si je ne suis pas intéressant, vous n'êtes pas intéressé. Voilà, c'est comme ça la vie. Après, ne viens pas dire oh, mes enfants ils m'écoutent pas parce qu'au fond de toute façon tu t'en fous de ce que tu dois leur dire. Bon, c'est vrai que je m'en fous, mais bon, mais quand même je leur dis. Ok, donc toi tu fais du bruit avec ta bouche, ils font du bruit avec leur estomac, l'autre il fait du bruit avec un autre orifice. Chacun, c'est que du bruit, mais ça n'a pas d'efficacité. Pourquoi? Parce que l'efficacité, elle vient de l'essentialité, et l'essentialité, elle est l'intérêt que tu as mis dans la chose. Donc la volonté, c'est un véhicule, la volonté, c'est un combustible, la volonté, c'est un moteur, mais dans ce moteur, tu vas mettre quelque chose. Tu mets l'intérêt. Comme tu mets, ou tu mets de l'amour, ou tu mets de la haine, ou tu mets de la bêtise, ou tu mets de l'intelligence, ou tu mets de la finesse, ou tu mets de la grossièreté. Mais ce que tu vas mettre, ça va être véhiculé. C'est comme un caniveau, il y a de l'eau qui coule, bah, tu mets des billets, ils descendent, tu mets des canettes vides, ils descendent. J'ai oublié de... Excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Ah, sans sucre. Bon. Donc, le cours est dédié à l'Ilou Nishmat de Raoul Meir Ben Kochava, poupée fortunée. Non, excusez-moi. Raoul Meir Ben Kochava, poupée fortunée Batrachel, Shai Ben Kouka, et aussi, bien sûr, pour la sauvegarde de tous nos soldats, et aussi pour la Nechama, la consolation de tous les endeuillés, et la Refoua Shelema de tous les blessés, et la délivrance de tous les otages. Voilà. Donc, si on comprend ça, donc ça veut dire qu'on ne peut... C'est-à-dire que la vie, en fait, la vie n'a pas d'intérêt sans intérêt. C'est facile à comprendre. Ouais. Mais d'un autre côté, quand on dit « t'es intéressé », ça veut dire que ton flux de réflexion, malheureusement, il va être détourné par ton intérêt. Donc l'intérêt est mauvais. Mais d'un autre côté, l'intérêt est indispensable. Alors comment on va faire? Donc en vérité, le problème, il est dans la définition de la nature de l'intérêt, d'accord? Et ensuite, de celui en toi qui maîtrise l'intérêt. C'est très, très savoir, en vérité, dans quel intérêt tu fais cela. En fait, quel est ton intérêt à le faire? D'accord? Comme disait le Rav Colombo, très connu, bon, il a eu un moment où il était inspecteur, la question, elle est toujours, à qui profite le crime? Quand tu vois quelqu'un intervient dans ta vie, tu dois te demander, mais pourquoi ça l'intéresse? C'est quoi son calcul? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Non, mais tu sais, je fais ça pour ton bien. Oui, mais c'est vrai, mais d'un autre côté, ma belle-sœur, c'est l'ex de ton mari. Donc je me demande pourquoi tu rentres dans cette histoire. Je me demande.
Tu dois avoir un intérêt. Vous me suivez ou non? Donc, en vérité, puisqu'il y a une loi physique que le mouvement est créé par la contradiction de deux forces opposées, donc si vous voyez un objet qui bouge, bah, c'est il y a quelqu'un qui le pousse. Maintenant, il y a une force qui s'appelle le poids et il y a une force qui s'appelle la pression. Et la contradiction des deux forces opposées crée le mouvement. De la même manière, à l'intérieur de toi-même, il y a Yetzira et Yetzira Tov. C'est la contradiction de deux forces opposées. Il y a l'enfant qui est en toi, il y a l'adulte qui est en toi. Il y a la contradiction de deux forces opposées. Il y a l'envie d'évoluer et il y a l'envie de faire du mal. Et il y a l'envie de faire du bien. Et il y a un moment, disons qu'il y a un certain degré d'absentéisme de ta propre vie qui n'est pas vraiment supportable. D'ailleurs, on le dit, les absents ont toujours tort. Ouais. Donc tu dois te demander combien tu as le droit d'être absent. Combien tu as le droit de dire j'ai pas réfléchi, j'ai pas la force, je suis pas motivé, avec les enfants, je baisse les bras. La vérité, dans la liste des trucs à cocher pour la conception d'un enfant, il n'y a pas l'option baisser les bras. Il n'y a pas. C'est pas marqué. Tu dis, ah ben j'en peux plus. C'est quoi, je baisse les bras? Il n'y a pas. La femme, tu peux divorcer. Le mari aussi. Les enfants, non. Et je peux plus les voir. C'est pareil. Quand tu as signé, lu et approuvé, ben, tu dois payer le crédit. Eh ben non, j'ai pas les nerfs, je me sens pas bien, et puis je ressens plus la motivation. Oui, mais tu as signé, il faut payer maintenant. C'est pareil. Tu l'as mis enceinte, tu dis non, je suis pas sûr de mes sentiments. Oui, mais elle est enceinte. Faut assumer. Non, non, c'est pas du tout le truc. On va trouver un système. Je pense que l'idée va avorter depuis le départ. Tu l'as mis enceinte. Ça s'est pas fait tout seul. Tu dis oui, mais je suis pas intervenu. Écoute. Il y a une seule fois dans l'histoire où ça s'est fait tout seul. On n'a eu que des problèmes, d'accord? Donc, a priori, ça vient de toi. Donc, il faut que tu l'assumes. Maintenant, quelle différence entre mettre une personne enceinte, exprimer une idée, faire un acte, même développer un état d'esprit, même une posture mentale, même une figure. Vous me suivez ou non? Même la gueule que tu as, elle influence. Après, tu dis, écoutez, bah, c'est comme ça. Une fois, il y en a, il m'a dit, Rav Chetrit, mais toute ma famille est dépressive. Je dis, mais t'as vu la gueule que tu as quand tu rentres à la maison? Mais ta gueule, c'est un panneau indicateur sigille la joie. D'accord? Lieu commémoratif de la mort. C'est ta gueule, c'est ta gueule. Alors il fait comme ça, il fait... Je dis, il faut que tu ailles faire un stage, en sourire. Il faut que tu ailles t'entraîner. En fait, le gars, il avait peur de se faire une déchirure musculaire. C'est-à-dire que ça faisait tellement d'années qu'il faisait la gueule, il avait même ce qu'on appelle le rictus de la gueule, c'est-à-dire le visage marqué, la ride de la gueule. C'est des gens qui font la gueule depuis tellement longtemps. Ils ont la... Alors que normalement, le contraire. Le sourire, ça. Maintenant, le sourire, c'est un message. La parole, c'est un message. L'attitude, c'est un message. L'acte, c'est un message. Même l'énergie invisible que tu dégages en rentrant dans une pièce, c'est un message. Parce que au-delà du message qu'on voit, il y a le message qu'on ne voit pas. Ben, il y a des phénomènes. Par exemple, si vous avez l'occasion d'y réfléchir même aux toilettes, hein. Quand vous baillez, il y a un autre gars qui baille en même temps. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est quoi? C'est de l'électromagnétisme? C'est bizarre, non? Vous baillez, si même vous surprenez à bailler, vous regardez, il y a un autre gars en train de bailler. Je ne sais pas la vérité, je n'ai pas poussé les études scientifiques jusqu'à ce niveau-là, mais ça correspond à quoi? Ouais, tu penses à quelqu'un que tu aimes, il t'appelle, oh, tu dis mince. Il y a quelqu'un que tu n'as pas envie de voir, tu le croises, ah! Qu'est-ce qui fait que ça s'attire? C'est des phénomènes, c'est paranormal, d'accord? C'est pas logique ou c'est pathologique, mais en tout cas, c'est des éléments. Et ben, dans les éléments, il y a un élément extrêmement important qui s'appelle la part de l'intérêt dans la réflexion. Or, la part de l'intérêt a une capacité, ce qu'on appelle le taux de déformation, d'influencer complètement ta réflexion.
En influençant ta réflexion, bah ça influence tes décisions, enfin tes conclusions, qui influencent tes décisions, qui influencent tes actes. Donc depuis le départ, le problème, c'est comme un gars qui est champion du monde de tir, et puis tu l'emmènes avec toi au stand, et puis le mec il tire, il rate, il tire, il rate, il tire, il rate. Il dit, écoutez, j'ai jamais eu ça de ma vie. L'intérêt. Donc, si ton canon, il est tordu de 0,01 degré, ouais, donc tu tires sur la cible, mais bizarrement, ça passe à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Tu vises la cible, d'accord? Et après, tu déplaces le canon du degré de déformation du canon. Et du coup, en tirant tordu, tu vas être pile dans la cible. Maintenant, le taux de déformation du canon, c'est le taux de déformation de ton intérêt. Maintenant, encore une fois, il faut connaître la nature de cet intérêt. Ça peut être de l'orgueil, ça peut être de l'ego, ça peut être de la bêtise, ça peut être de la psychorigidité, ça peut être de l'incapacité à se remettre en cause, ça peut être le regard de l'autre, ça peut être le malaise à exister, ça peut être tes complexes de la naissance. Il y a un million de choses qui peuvent intervenir. Donc c'est ça qu'on va essayer de réfléchir. Mais enfin, je ne peux pas vous donner les solutions avant de vous expliquer le problème. Il faut être un petit peu raisonnable. Alors la Gemara, donc Tuvot, Daf Kuf He, elle amène plusieurs exemples. Elle raconte par exemple l'exemple d'un monsieur, parce qu'à l'époque, comment ça se passait? Les gens, ils habitaient dans leur ville, dans leur village, et il y avait le Beddin, il y avait le tribunal rabbinique. Et ils statuaient le lundi et le jeudi. Donc les gens, ils allaient pour se faire juger. Maintenant, ils ont un problème avec un plaignant, avec un voisin, avec un gars qui n'a pas remboursé la dette, n'importe quel type de jugement qu'ils avaient besoin. Ils allaient voir un dayan. Et la Gemara, elle raconte qu'il y avait un monsieur qui devait donc aller se faire juger. Et pour aller en chemin, il devait traverser une rivière. Et à l'époque, bon, c'était un pont de cordes, un petit peu comme vous avez l'habitude de les utiliser là-bas en Bolivie. Donc, le gars, comment ça s'appelle? Il voit justement le rave qui voulait solliciter pour le juger, il le voit en train de traverser le pont. Donc, quand le rave il arrive au bout du pont, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main pour l'aider à descendre. Ouais. Et l'autre, il lui dit, le rave, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ben justement, je voulais vous solliciter pour être juge parce que j'ai un problème avec quelqu'un. Pour les jugements d'argent, par exemple, il faut 3 juges. Donc, il dit, je voulais vous prendre, vous, en tant que juge, pour me représenter, entre guillemets, un peu comme l'avocat. Alors, le rave, il lui dit, ben, le problème, c'est que maintenant, tu m'as aidé à descendre du pont, donc tu m'as donné un cadeau. Comme tu m'as donné un cadeau, je ne peux plus te juger. Deuxième exemple, la Gemara dit, le Rav, il était en train d'enseigner, assis comme ça, et puis il avait une plume ou une saleté ou quoi, et le gars, il est venu, il lui a enlevé la saleté. Il a dit, pourquoi tu es venu? Il a dit, bah justement, je dois me faire juger. La même chose. Il a dit, maintenant que tu m'as fait ça, je peux plus. Je peux plus te juger. Et si vous allez dire, bon, c'est un petit peu quand même, faut pas exagérer non plus. Ouais. En vérité, la Gemara, elle demande quelle est la mesure de Shochan Pruta. Pruta, c'est l'équivalent de 20 centimes d'euros. C'est-à-dire quelqu'un il t'a donné 20 centimes d'euros, en tant que juge, ça y est, ça s'appelle un pot de vin et tu peux plus. Tu te dis, attends, imagine, toi, tu as un gros jugement, d'accord? Tu t'approches du juge, en aparté comme ça, tu dis, écoutez, monsieur le juge, j'ai un truc pour vous, et tu lui sors une pièce de 10 centimes, 20 centimes d'euros, et tu la fais claquer comme ça. Tac. Tu te dis, allez-y. Lui, il va te regarder, il dit, c'est pour les enfants, c'est pour ça. Allez, faites-vous plaisir. Partez avec madame, vous achetez un truc, mec, 20 centimes d'euros, le juge, il te regarde, lui, il prend 20 000 euros par mois. Tu lui donnes 20 centimes d'euros. Non, la Torah, elle dit déjà, même Moshe Rabbeinu, ouais, il peut être influencé dans son jugement pour 20 centimes d'euros. C'est la mesure que la Torah a donnée, que les Chachamim m'ont donné, qu'est-ce que c'est? Et si vous allez dire c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, en vérité, là, il y a une histoire incroyable. Le Stapler, si vous êtes au courant, si vous l'avez connu, qui était le père de Raphaël Kanievski. Ça vous dit quelque chose? Non plus? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que Brad Pitt. Bon. Donc c'est un très très grand sadique, très grand chacham, le Rav Chaim Kanievski. Son père, c'était le Stapler, Rav Israël Kanievski, encore plus puissant. Et un jour, il est venu donc et puis quelqu'un lui a dit, écoutez Rav, j'ai besoin d'un jugement, il me faut 3 dayanim, je voulais vous prendre vous parmi les 3.
Et le Rav, il a réfléchi comme ça, il a réfléchi. Il a dit, il y a 17 ans, tu m'as donné une cigarette. Je ne peux pas te juger. Moi, je ne sais pas s'il faut être impressionné que le Rav, il est tellement sage, ou alors d'une mémoire de quelqu'un qui se rappelle qu'il y a 17 ans, on lui a donné une cigarette. Parce que, tu dis, en général, on est marqué parce qu'il nous touche. T'es touché par une clope, toi? Ouais. Ça veut dire que la sensibilité à la vérité, elle crée la mémoire de ce qui est nécessaire de se rappeler. Donc pourquoi nous on va oublier la cigarette? Bon, d'abord on n'est pas juge, et puis en plus, au fond, on s'en fout d'une cigarette. Alors que celui qui est dans la finesse de la vérité, il sait qu'une cigarette, c'est quelque chose. Alors que l'autre, en dessous de 15 000 euros, ça ne fait même pas frétiller sa cellulite. Tu me proposes quoi? 10 000 euros pour que je fausse le jugement? Ça ne va pas. L'autre, 2 centimes d'euros, il clique. Pourquoi? Encore une fois, c'est proportionnel au niveau de sensibilité dans la recherche de la vérité. Troisième exemple, la Gemara, elle raconte que, je crois que c'est Rabbi Ishmael, il avait un métayer. Donc il avait un jardin, un potager, et au lieu de louer le jardin, il se faisait payer le loyer en fruits et légumes. Et donc toutes les semaines, le métayer, il amenait des fruits et des légumes à Rabbi Ishmael, si c'est ou Rabban Gamliel, je ne sais pas, je ne veux pas dire une bêtise. Bon. Et il lui amenait. Et en général, il lui amenait le vendredi avant Shabbat, parce que vu qu'ils n'avaient pas de frigo, donc il lui amenait toujours les fruits et les légumes frais le vendredi pour qu'il puisse préparer pour Shabbat. Mais le jugement, malheureusement, les jugements aux tribunaux, ils étaient que le jeudi et le lundi. Donc, il lui a amené, cette fois-là, comme il venait pour le jugement, il lui a amené le jeudi au lieu de lui amener le vendredi. Donc le Rav, il voit son métayer arriver avec les paniers de légumes. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, écoutez, je devais vous amener demain, mais comme aujourd'hui j'ai un jugement, j'ai pensé à vous amener plutôt aujourd'hui. Ok, le Rav, tout de suite, il a dit, t'as un jugement, tu m'amènes les paniers? Il a refusé. Ok. Il a refusé. Bon, tu m'amèneras comme d'habitude demain. Et après, la Gemara, elle raconte qu'il marchait un peu comme ça dans les rues de la ville, et il passe devant le tribunal rabbinique. Et il s'arrête devant la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend son métayer avec le plaignant en train d'exposer les arguments. Et il se surprend lui-même à aller dans le sens de son métayer. Ça va? Alors il a dit que ceux qui prennent du shochad, leur tête explose. Bon, c'est une expression. Hein. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que si moi déjà, que je n'ai pas accepté, parce qu'il a refusé le pot de vin, ouais. Et si j'avais accepté, j'aurais accepté de chez moi, puisque l'autre, il payait son loyer, donc c'était à moi. Donc c'est pas vraiment un cadeau, vous comprenez ou non? C'est comme si tu vas à la banque, tu sors de l'argent de ton compte, et le caissier te dit « dis merci ». Tu dis « attendez, dis merci d'abord ». D'abord, tu dis merci, je te fais un cadeau. Tu dis, mais c'est mon fric. Non, non, tu dis merci. Ouais. Donc, de la même manière, le Rav, lui, c'est son argent à lui, puisque l'autre, il est venu lui payer le loyer. D'accord? Mais et donc, s'il avait reçu, il aurait reçu de son argent à lui. Donc, c'est pas vraiment un cadeau. Mais en plus de ça, le Rav, il a été encore un niveau supérieur de Khomra. Il a refusé le cadeau. Ouais. Et malgré qu'il a refusé le cadeau et que ce cadeau il aurait été à lui, passé devant la fenêtre, il s'est surpris être influencé. Tu dis mais je comprends pas, il n'a rien reçu. L'interdit c'est de prendre l'otikar shochat, tu ne prendras pas le pot de vin. Mais lui il l'a pas pris. Il dit le Rav Dessler, ça veut dire que simplement la bonne intention de lui amener les fruits et légumes, oui, bien que encore une fois c'est à lui. Et qu'en plus, c'est pas vraiment avantageux parce que c'est la veille et qu'il n'a pas de frigo, ouais. Déjà, cette intention bonne, qui s'appelle en français le témoignage de la valeur ou l'encouragement à l'existence, déjà, c'est un pot de vin. Vous suivez ou non? Comme celui-là qui m'a tenu la main pour traverser le pont. C'est déjà une attention. Une attention, c'est un pot de vin. Comme celui qui m'a enlevé la poussière. Ouais. D'enlever, c'est un pot de vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de
la somme d'argent, de la belle enveloppe bien moelleuse, du cadeau, de la voiture, de l'appartement sur la côte, ouais, tu peux arriver à des niveaux de pots de vin qui sont beaucoup plus fins, qui sont des pots de vin à la limite psychologiques, d'accord, qui ne sont pas réels, qui ne sont pas concrets, mais qui apportent quand même quelque chose à l'intérieur. Et peut-être que de toute façon, le sujet du cadeau, c'est pas tellement l'objet lui-même, comme les 3/4 des cadeaux qu'on reçoit. En général, c'est des cadeaux dont on n'a pas besoin, ou qu'on les a déjà, ou qu'en vérité, on ne les veut pas du tout. Mais il y a l'intention. C'est pour ça qu'il y a des gens qui t'offrent pas de cadeaux, mais qui te disent, tu sais, j'avais l'intention. Comme on dit, c'est l'intention qui compte. Bon, ça vient d'une certaine ville du Maroc, mais vous ne pouvez pas comprendre. D'accord? Donc, des fois, le gars, il passe, il te plaît le bijou? Ah, il me plaît. Ah, bah, ça me fait plaisir de le savoir. Salut. Bah, il lui plaît, achète-lui. Quoi, en plus, il faut dépenser. Bah, elle va donner d'elle-même. Toi, tu donnes un peu de ton argent. Vu que tu es plus proche de ton argent que de ton corps, c'est normal que ça correspond à ce qu'elle va donner. Donc, l'idée, c'est ça. C'est qu'une personne, elle va donner quelque chose. Ouais. Si c'est ça, alors la Gemara, elle a un langage incroyable. Toujours la Gemara, donc tout votre dafkouf. Et Afilou Chacham Gadol, même si c'est un grand sage, et non iftar minarolam blo samyut alev. Ouais. S'il a reçu le cadeau, même si c'est un grand sage, il ne quittera pas ce monde sans samyut alev, l'aveuglement du cœur. Parce qu'encore une fois, dans le passouk, c'est marqué que Yeraver, ça va, le pot de vin, il rend aveugle les chachamim, les sages. Donc, il y a un rapport d'aveuglement entre le cadeau et le jugement. Maintenant, vous allez dire, mais le jugement, il ne se fait pas avec les yeux. Oui, mais c'est ce qu'on appelle Einé Asechel. Les yeux qu'on a dans la tête, qui sont en vérité le réceptacle de ce que nos yeux voient. Et nos yeux, ils voient la réalité. C'est bon? Donc il y a le cœur à l'intérieur et il y a les yeux à l'extérieur. Et les yeux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme des caméras, ils vont capter des éléments qui vont être envoyés au cerveau. Le cerveau, pour nous, c'est le centre de la personne, ça correspond au cœur. Alors qu'est-ce qu'il a dit la Torah? Velo tatoru achare levavchem vachare enechem. Ne vous détournez pas dans le Kriyat Shema. Après vos cœurs, après vos yeux. Donc ça veut dire quoi? Bon, il y a un million de... S'il y a un cours de Menchetrit qui s'appelle Préserve tes yeux et ton cœur, mais disons, juste on prend cet élément-là dont on a besoin maintenant, c'est qu'en vérité, puisqu'il y a un lien entre le cœur et les yeux, c'est une grosse question. Est-ce que tu ressens ce que tu vois, ou alors est-ce que tu vois ce que tu veux voir? Parce que la volonté, elle vient du cœur, mais les yeux, ils perçoivent. Maintenant, c'est comme quand tu aimes quelqu'un, par exemple, tu ne vois pas les défauts. Tout le monde te dit attention, il ment, il triche, il drague ta sœur, il fume des joints. Tu dis non, c'est parce que vous êtes jalouse. On dit l'amour est aveugle. En réalité, il y a un autre mot, mais c'est plus violent. Ouais. Je dis, mais comment? Mais tu vois pas, mais t'es aveugle, quoi. Mais tu dors, mais réveille-toi. Oui, mais vous me comprenez pas. Moi, je vois son fond. Bah, alors achète un scaphandre. D'accord. Donc l'idée, c'est ça. C'est que la personne, au fond, elle est aveuglée. Tu dis, mais aveuglée de quoi? Elle voit très bien. Elle a 10 sur 10 en vue. Non, elle est aveuglée dans sa tête. Donc il y a une espèce de voile qui se met sur le cerveau, qui fait que tu n'arrives pas à voir ce qui est visible. Donc ce qui est visible pour l'un est invisible pour l'autre. Encore une fois, parce que tu es aveuglé par l'amour, ou tu peux être aveuglé par la colère, tu peux être aveuglé par l'entêtement, tu peux être aveuglé par la lourdeur, tu peux être aveuglé par la flemme. La flemme aveugle. Ouais. Quand les gens ils te disent, écoutez, ils viennent te voir, ils disent, écoutez, je ne vois pas de solution. Je dis, mais c'est quand même bizarre, puisque vous avez un problème. Oui, j'ai un problème, mais je ne vois pas de solution. C'est intéressant de dire le mot « voir ». Je dis, écoutez, il y a un truc que j'avais compris à 14 ans, c'est que le degré d'accessibilité à la question, il est le même que le degré d'accessibilité à la réponse. Donc, normalement, quand tu as la perception intellectuelle de la question, tu dois avoir la perception de la réponse. Le seul problème, c'est que la question, elle peut venir toute seule, alors que la réponse, elle demande un effort. Oui. Alors, comment on appelle une question à laquelle on ne cherche pas de réponse? Un prétexte.
Et si tu n'as pas encore réglé le problème de la volonté de résoudre le problème, automatiquement, tu n'as pas la volonté de résoudre le problème. Donc, du coup, ta raison, elle devient un prétexte. Donc, tu as un vrai prétexte pour ne pas trouver la solution. Donc, tu ne vas pas trouver la solution. Donc, tu dis écoutez, Rav, je ne vois pas de solution. Tu ne peux pas la voir. C'est impossible, puisque tu ne la cherches pas. Parce que tu sais que la solution, ça veut dire bouge, alors que le prétexte, ça veut dire je peux rester dans ma situation de victime. Et si je suis une victime, l'autre, c'est un bourreau. Donc, super. Je vais avoir les allocations victime, je vais avoir le statut de victime, je pourrais peut-être même avoir la carte victime. Oui, je suis victime. Eh oui, je suis. Oh oui, ben vous y attendez pas. Je sais, vous le connaissez, mais vous savez pas sa face cachée. C'est un monstre, c'est une horreur. Il y a des gens, c'est des fabricants industriels de bourreaux. Oui, parce qu'ils doivent maintenir leur statut de victime. Donc, ils fabriquent des bourreaux. Et vous allez dire, ben oui, mais c'est un peu facile, là. À ce moment-là, alors, il n'y a plus de victimes. Mais je vous ai déjà dit, faites-moi plaisir. Ouais, vous êtes déplacé, vous avez sacrifié une soirée télé, Kol HaKavod. Puis il y a d'autres humoristes, il y a d'autres rabbanim. Donc, Kol HaKavod, mais je vous ai déjà dit, et je vous le répète, que tu ne peux pas être victime d'un bourreau si tu n'es pas victime du bourreau en toi qui est le relais du bourreau qui est devant toi. Le sujet, c'est que c'est vrai qu'il y a un bourreau, effectivement, et il y a une victime, effectivement, c'est la loi de causalité. Bon, parce que l'existence du bourreau entraîne l'existence de la victime. Mais la victime, elle ne peut pas être victime s'il n'y a pas un bourreau en elle qui est le relais des agressions du bourreau qui est devant elle. Ça va? Donc la vraie question, c'est comment ça se fait que cette souffrance dure. Et comme je vous ai expliqué 1 million de fois, une chose qui arrive une fois, c'est un incident. Une chose qui dure 20 ans, c'est un phénomène. Or, un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Ça va? Donc tu devrais te demander, au lieu de te dire, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je suis sûr qu'il a été frappé par ses parents, elle a été frustrée, elle a été touchée par son frère, c'est pour ça qu'elle est méchante comme ça. Avant de te demander qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, alors que tu as un taux d'erreur qui est proche des 80 000%, tu devrais toi-même, puisque tu as un accès direct au disque dur, de te demander qu'est-ce qui se pousse à toi à laisser durer une situation qui est insupportable. Je sais, c'est pas évident. Vous avez compris l'idée ou non? Et ça, c'est quoi? Adon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est la part d'Oshochad, c'est la part d'intérêt qui participe à ta réflexion. Donc, qui participe à ta décision. Donc, qui participe à ta réaction. Parce qu'encore une fois, dans tous les systèmes, dans toutes les situations, il y a toujours une réflexion et un intérêt. Toujours. Mais la question, elle est comme ça. Le malaise développé par l'orientation que sa réflexion a prise, influencée par ses intérêts. Bon. Si c'est ça, on a compris maintenant le niveau d'aveuglement qui peut exister par rapport à. Après, c'est marqué dans le Midrash Tanchuma, Vekevan shenoten adayan libo la shochad. À partir du moment où le juge met son cœur, noten libo, ouais, sur le cadeau, il n'a pas encore reçu. Déjà, il le regarde, ouais, il y pense. Naase iver bedin, il devient aveugle dans le jugement. Ve'eno yachol ladun auto behemet. Ouais, et donc il ne peut plus juger en vérité. Bon, évidemment que vous auriez dit autre chose. Vous n'auriez pas dit il ne peut plus. Vous auriez dit il ne veut plus. C'est une bonne remarque, ouais. Mais là, il y a marqué il ne peut plus. Traduction.
que quand toi, tu es dans une lecture d'un événement, encore une fois, ou d'un phénomène, ou d'un système, ou d'une réflexion, il y a toujours le pluriel. D'accord? Le pluriel s'appelle l'alternative. Tu peux voir comme ça, tu peux voir comme ça. Maintenant, quand tu vois que tu n'es pas capable de voir le pluriel et que tu ne vois qu'un côté, ça veut dire qu'il y a un système d'influence qui fait que tu n'arrives pas à voir le deuxième. C'est comme dans les histoires de couple, où les gens, ils sont convaincus, mais vraiment d'une manière formelle, d'ailleurs tu peux l'écrire en 2 mots à ce niveau-là, que tout est à cause de l'autre. J'ai jamais compris ce truc-là. Pourtant, je suis pas débile. Ouais. Le gars, il te dit, c'est à cause d'elle, c'est toi qui es folle. On va dire, c'est à cause de mon mari, tout est à cause de lui. Et moi, la réponse, elle est toujours la même. Mais si l'autre, si vous n'êtes pas du tout concerné par la situation, qu'est-ce que vous faites sur la photo? Pourquoi le bon Dieu vous a mis dans une histoire qui ne vous concerne pas? Si vous dire, ça tombe bien, je ne crois pas en Dieu. Ok. Donc en physique quantique, on dit qu'une masse d'atomes harmonieuse ne peut être installée dans un espace que si elle est en harmonie avec les atomes qui l'accueillent. Donc ça veut dire qu'en vérité, en physique quantique, ça veut dire qu'on est là où on doit être. Si on traduit en français. Ouais. Donc si on est là où on doit être, comment est-ce que toi, tu peux être à un endroit où tu ne dois pas être et un endroit où tu ne veux pas être? Donc tu es concerné. Concerné, ça veut dire qu'il y a un message. Concerné, ça veut dire qu'il y a une opportunité de grandir. Concerné, il y a une opportunité de souffrir, puisque tu es un concerné. Maintenant, le concerné souffre, puisqu'il est cerné. Non, c'est vrai, c'est ça un concerné. Tu es cerné. Quand tu te sens cerné, parce que tu vois qu'il n'y a pas où aller, tu vois que tes mensonges, ils te bloquent. Tu vois que la situation, il y a une seule solution. Tu vois que tu es obligé de répondre de tes actes. Donc, tu es cerné. Eh bien, le concerné, c'est quelqu'un qui vit mal le fait d'être cerné. Or, c'est quoi cerné? Cerné, c'est que tu es face à une réalité. Maintenant, si tu crois en Dieu, cette réalité, elle est adaptée à toi, puisque le bon Dieu, il ne se trompe jamais. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire que même Albert, au fond, il comprend qu'il n'y a pas de hasard. Donc s'il n'y a pas de hasard, ça veut dire que la réalité qui est en face de toi, elle est adaptée à toi. Donc comment tu fais toi pour pas te sentir concerné? Donc ça veut dire que tu as une pensée qui fait que tu penses que tu n'es pas concerné. Donc tu devrais te demander pourquoi tu penses que tu n'es pas concerné. Évidemment, c'est à cause de l'autre. Oui, mais vous ne la connaissez pas. Oui, mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Mais vous ne connaissez pas mon père, vous ne connaissez pas mon mari. J'ai l'habitude d'écouter les concernés. Ouais. Mais je repose la question. Qu'est-ce que tu fais sur la photo? Quelle est ta part à toi? Encore tout à l'heure, il y en a un gars qui a insisté pour que je réponde au téléphone, qui m'a saoulé pendant 3 heures. Je lui ai dit, écoute, arrête de me harceler. Je te demande une chose. Ouais. Dis-moi, quelle est ta part dans la situation, à part le fait que tu es convaincu que tout est à cause de l'influence de tes beaux-parents? Le mec, il n'a même pas répondu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, je l'ai tellement cerné que son problème, c'est ça, que le mec, il a préparé déjà un protocole des Juifs de Sion pour m'expliquer que tout est à cause de l'influence des beaux-parents, qu'il n'a même pas envisagé que peut-être qu'il pouvait avoir une part dans la situation. Or, c'est impossible que tu n'as pas de part. C'est comme si moi, par exemple, je fais un cours et vous faites tous la gueule, ouais, et je dis j'ai rien à voir. Ce soir, il y avait une proportion de dépressifs bizarre. Ben non, je sais, dans la loi de causalité, que je crée une influence. Donc si je vous donne de la bonne volonté, vous ressortez avec de la bonne volonté. Si je vous donne de l'essentialité, vous ressortez avec l'essentialité. Si je vous donne des bêtises, vous sortez avec des bêtises. Après, je ne vais pas dire, ouais, le public est nul, le niveau a beaucoup baissé. Non, non. Mais non, parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Comme si vous ou non. Maintenant, d'un côté, ça crée un stress. Ça s'appelle en français la responsabilité. D'un autre côté, ça donne une chance extraordinaire. Ça s'appelle la maturité.
Parce que si moi j'assume ce que je dis et que vous assumez ce que vous entendez, on est un club d'adultes. Mais si moi je me débarrasse d'une obligation et vous restez là parce que vous attendiez la blague, c'est dommage. On aurait dû faire une soirée genre karaoké ou la beach plage, un truc sympa quoi, avec de la mousse et tout. Ben non, on va pas le faire. Ça va pas le faire. Ouais. Donc ça veut dire que le projet du cours, en vérité, c'est une école de maturité. Et la maturité, c'est quoi? C'est ce que nous, on appelle la Hirat Shamaim, la crainte de Dieu. Eux, ils appellent ça la maturité. C'est-à-dire qu'en temps réel, je suis capable de m'auto-analyser pour savoir, encore une fois, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pensé ça. Maintenant, chez les gens qui ne veulent pas réfléchir, ça s'appelle la prise de tête. Mais là aussi, tu dois te poser la question, comment ça se fait que ça te prend la tête? Et si tu vas dire, moi je m'en fous, oui, mais il y a des conséquences. Après tu viens, tu dis, Rav, voilà, je vais divorcer, Rav, je suis en dépression, Rav, je suis embourbé dans une histoire d'escroquerie. On t'avait dit de réfléchir. Oui, mais ça me prend la tête. Bon, alors va en prison, tu as du temps pour réfléchir, tu es tranquille, tu vas prendre toutes les langues du Maghreb. Donc, c'est ça l'idée. Sur toute la vie, c'est des séquences. Il y a des bonnes séquences et il y a des conséquences. Ben, les conséquences sont le fruit de ton absence dans les séquences d'avant. Donc quand tu es présent dans cette séquence, tu es présent dans la séquence d'après. Quand tu n'es pas présent dans cette séquence, tu n'es pas présent non plus dans la conséquence. D'ailleurs, tu verras que les gens qui n'assument pas les conséquences, c'est souvent les gens qui n'accusent pas la cause, puisqu'ils n'acceptent pas d'être mis en cause. Mais Rodon Kolo, la mise en cause, elle a une dimension péjorative et anxiogène chez les gens qui n'assument pas. Mais celui qui accepte d'être la cause, ben ça ne le dérange pas d'être placé en position de cause, ce qu'on appelle la mise en cause. Maintenant, pourquoi les trois quarts des gens, ils perçoivent la mise en cause avec une dimension angoissante, anxiogène, source de complexe et de malaise? C'est intéressant, non? Au niveau psychiatrique ou zoologique, je ne sais pas. Ouais. C'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas être la cause. Maintenant, quand tu te refuses d'être la cause, quand tu lâches le volant, quand tu prends 4 grammes de coke avant d'aller prendre la voiture, quand tu t'avales 1 litre de vodka avant de partir en vacances avec tes enfants en voiture, mais tu as décidé de mourir ce soir. Tu te dis, mais Chazvé Shalom, mais tu es fou, Dieu nous protège. Mais tu prends 1 litre de vodka et tu prends la voiture. Tu sais qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Tu continues. Oui, vous comprenez, Rav, j'ai des sentiments. Ok, tu as des sentiments, mais il est marié. Oh, c'est un détail. Comment c'est un détail? Oui, mais c'est l'appel du cœur. C'est mon âme sœur. Et ta sœur? Oh, pas du tout, je ne suis pas attiré. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, encore une fois, d'aveuglement qui sont incroyables. Je dis, mais comment tu as pu te faire avoir? Mais comment tu as pu rester? Ok, je comprends votre situation, je comprends, mais comment ça se fait que ça a duré tellement longtemps? Oui, mais vous savez, le temps passe vite, on n'arrivait pas à se décider, puis on voulait profiter du moment présent. Ok, mais tu as bien compris que le temps présent, ouais, quand tu as les 2 pieds dans le ciment et que tu attends, il sèche. C'est un phénomène. Le ciment sèche. Et après, le jour où tu dis, allez, j'ai compris, il faut que je bouge. Ah, la Torah, elle a dit, c'est assourd. Ma mère m'a dit, c'est ou elle ou moi. Au moment où tu veux partir, tu as les pieds dans le ciment, béba. La preuve, tous les gens qui essaient de te convaincre de changer, tu te dis, laisse béton. C'est un phénomène. Ouais. Donc la question, elle n'est pas, qu'est-ce que tu fous les pieds dans le ciment? La question, elle est que le ciment, il n'est pas instantané. Il ne va pas sécher instantané. Donc la question, c'est le temps que le ciment prenne, le temps que tu tombes amoureuse du mec impossible à épouser,
le temps que tu t'accroches avec la fille, qu'il n'y a pas d'espoir, ouais, c'était ce temps-là, ouais, qui était dans l'inconscience, qui était bizarre. C'est ça que tu dois t'interroger, d'accord? Parce que les gens, ils veulent toujours s'interroger sur la maladie ou sur le symptôme. Eh non, il faut s'interroger sur le terrain. Les gens, ils veulent parler de la cause de leur souffrance. Mais non, il faut aller chercher le terrain. Les gens, ils veulent trouver quelqu'un accusé de leur horreur. Mais non, il faut chercher le terrain. Il y a toujours un terrain. C'est le terrain qui définit. Parce que le terrain, c'est toi. Alors que les gens ils disent non, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que j'ai souffert, j'ai vécu des années, je vais mourir, je vais mourir. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais essaye de régler tes problèmes une fois pour toutes. Il me dit, mais c'est trop dur, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Ah là 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 là. Alors c'est ta vie, d'accord? C'est ton corps. C'est toi qui souffres. Et quand je te dis de t'en sortir, tu me dis je peux pas, c'est plus fort que moi. C'est balèze. C'est-à-dire qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui te fait faire à toi des choses que toi, tu penses que c'est mauvaise pour toi, mais tu les fais quand même parce que c'est plus fort que toi. Je pose la question. Es-tu cinglé? Es-tu possédé par les démons? Es-tu une khamara de level 10? C'est ça l'idée. Ouais. Pour ça que quand c'est marqué dans le Midrash que le Dayan, Eno Yachol, ouais, il ne peut pas voir. Ouais, il ne peut pas voir. Ça veut dire que, encore une fois, dans notre quotidien, nous qui ne sommes pas des juges, ouais, eh ben, si on n'a pas cette liberté existentielle, si on n'a pas cette autonomie existentielle, si on n'a pas ce recul émotionnel, si on n'a pas cette maîtrise de notre réflexion, eh bien, quand on est pris, on ne peut pas voir l'autre côté. D'ailleurs, c'est un des signes de la subjectivité. Ça aussi, j'avais compris quand j'étais très très jeune. Comment dans la communication, on sait qu'on est objectif? Parce qu'il y a l'argumentaire de l'autre et il y a ton argumentaire à toi. Maintenant, comment tu sais, toi, si tu es objectif, si tu arrives à argumenter dans le sens de l'autre? Les gens disent, mais je ne peux pas argumenter dans le sens de l'autre puisque je ne suis pas d'accord. Je ne t'ai pas dit d'être d'accord. Je t'ai dit, est-ce que tu es capable, est-ce que tu es assez libre intellectuellement pour développer un lien dialectique de réflexion qui va dans le sens de l'autre? Parce que l'opinion de l'autre, ça aurait pu être la tienne. Maintenant, si toi, tu vois que tu arrives à argumenter dans ton sens et pas dans le sens de l'autre, ça veut dire que ton projet, c'est pas de connaître la vérité. Ton projet, c'est d'avoir raison. Et là, on est dans la psychiatrie, là. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Non, mais c'est vachement dur d'argumenter dans le sens de l'autre. J'ai pas son niveau, j'ai pas sa compréhension, j'ai pas son intellect, j'ai pas son approche, j'ai pas sa sensibilité. Je suis moi et rien d'autre et personne d'autre. Arrête de nous faire de la poésie à deux balles. Ça, c'est pas être un poète, ça, c'est être un poète. C'est limite nauséabond. Nauséabond pour les gens qui n'ont pas entendu la fin du mot. Ouais. Non, faut pas être un poète. Faut être efficace. On est obligé d'avoir un super cerveau. On est obligé d'avoir une super sensibilité. On est obligé d'avoir une maîtrise de la sensibilité. On est obligé de compenser les écarts de notre cœur grâce à un cerveau extrêmement puissant. Et on est obligé d'humaniser nos raisonnements grâce à notre pôle de sensibilité. Voilà, ça en français, ça s'appelle être normal. Maintenant, si tu es hypersensible et tu es tout le temps dans la souffrance, ou si tu es hyper cartésien et que tu n'as aucune empathie, tu as un problème, tu n'es pas normal. Je dis, ben, c'est mon caractère. Non, les bœufs, ils ont un caractère. Les gens, ils ont des volontés. Après, oui, mais tu dis, ouais, mais génétiquement, on peut être né de cette manière. Quand tu as deux parents qui sont très froids, ouais, c'est normal que toi-même, tu manques d'empathie. Non, j'ai vu plein d'Ashkénazes qui épousaient une Tunisienne, justement parce qu'ils voulaient la farha, ils voulaient l'ambiance.
Disons, j'en ai marre de cette ambiance de Shoah où quelque part tu as perdu le Shoah. Ouais, et qu'à chaque fois que tu dis, mais pourquoi on mange que du poisson? Et l'autre, il te répond, de qui je me fiche? Ou qu'il te fiche. Ouais. Non. Tu vois bien qu'il y a des systèmes de compensation, des recherches de solutions, parce que tu es dans une dynamique. Comme le contraire aussi. Tu te dis, écoute, ça ne sert à rien de perdre le temps avec quelqu'un qui n'est pas compatible. De toute façon, à un moment ou à un autre, ta nature, elle va remonter. Donc tu cherches quelqu'un de compatible. Tu dis, oui, mais quelque part, j'ai envie du nouveau, j'ai envie du frais, j'ai envie de la chaleur, j'ai envie de... Ok, il y a ce que tu as envie et il y a ce qui est raisonnable. Maintenant, quand l'amour, il vient habiter la raison, c'est une chose, ouais. Quand la raison, elle vient éclairer l'amour, c'est autre chose. Ah oui, oui. J'ai découvert le vrai visage de mon mari. Ah, t'avais épousé Fantomas? Non, mais j'ai compris que... Donc, tu étais amoureuse de qui? Ben, je ne sais pas, je ne le connaissais pas. J'ai essayé de faire les sentiments. Ça s'est trouvé comme ça. On s'est rencontrés, Mina Satanim, à Ibiza, dans une soirée. Rappelez-vous de ça. Si vous retenez que ça, ouais, toujours tu cherches le terrain. Dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu l'as rencontré? Dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu as engueulé ton fils? Dans quel état d'esprit tu étais au moment de signer le contrat? Dans quel état d'esprit tu étais au moment de réagir à des gens qui t'énervent? C'est l'état d'esprit qui va définir la connotation portée par ta réaction. Donc si tu es mal dans ta peau, si tu es fort, si tu es faible, si tu es heureux, si tu as envie de construire, si tu as envie de détruire, si tu es sournois, si tu es tordu, si tu as envie de faire du mal, si tu cherches la polémique, c'est ton terrain. Ton terrain, il va donner la conséquence. C'est comme ça. C'est comme j'ai donné 1 million de fois cet exemple, je m'excuse pour les redoublants. Tu prends les mêmes ingrédients, d'accord? Le même œuf, les mêmes œufs, la même farine, la même eau, les mêmes ustensiles. Tu donnes à 2 femmes différentes, tu leur donnes la même recette, tu leur donnes le même four, tu donnes le même gâteau, et bien le gâteau n'est pas le même. C'est comme les halotes, vous avez remarqué ça? C'est tous la même recette. Chaque pain est différent. Il y en a, tu n'arrives pas à les poser sur la table tellement ils sont légers, et d'autres, c'est des parpaings. T'as pas oublié la levure? Non, c'est la recette de ma mère. Ok, mais ton père est mort d'une occlusion. C'est vrai, d'accord? Mais c'est pas possible de faire un pain lourd comme ça. Eh ben, c'est ça la recette. 2 kilos de farine, 2 chalotes. 2 chalotes? Mais non, tu dois en faire 10. Ah, on n'a pas le temps de faire monter chez nous. Ouais, il n'y a que la moutarde qui monte chez eux. Donc non. Donc ça veut dire comment ça se fait que c'est, encore une fois, les mêmes ingrédients, les mêmes recettes, c'est pas le même goût. Après, quand tu le manges, le gâteau, il passe, et le gâteau de l'autre, il fait des brûlures. Pourquoi? C'est les mêmes ingrédients. Tu sais pourquoi? Vous savez pas? Il y en a un, il a triché, il a rajouté un ingrédient qui n'est pas dans la recette. Il a rajouté la rumma. Elle a fait le gâteau, parce que il lui a demandé, parce que c'est le gâteau préféré de son mari, parce que c'est la recette de sa mère, qu'elle s'étouffe. Donc quand elle a fait le gâteau, elle a fait le gâteau avec l'angoisse, avec les nerfs. Moi, des fois, je vois ma femme en train de couper des carottes, je dis, à qui tu penses? Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, Hachem a un très bon rapport avec ma mère, mais c'est intéressant, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même gâteau, mais t'as triché. Maintenant, si déjà, avec la volonté, la pensée, l'intention, on peut provoquer des brûlures dans l'estomac de la personne qui va manger le gâteau que j'ai fait avec la rumma, ouais. Donc imagine qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'argent qu'on va prêter si on le prête avec la rumma. Imagine qu'est-ce qu'on peut mettre dans une atmosphère si on vient avec la rumma. Imagine ce qu'on peut mettre même dans une relation intime si on va avec l'autre en se forçant et la rumma. Imagine qu'est-ce qui est inscrit dans le bébé. Tu m'étonnes après que toute la famille a des problèmes de rhumatisme. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que l'ADN de la semence, l'ADN de l'acte, l'ADN de la parole, c'est qu'est-ce que ça dans la tête? Et ADN, je vous ai dit 1 million de fois déjà, ADN, c'est Aleph, Dalet, Noun, avec le Yud de la Chorma, ça fait Ado, Naï. Il n'y a pas où aller, Baba. Adon Akol, le maître de tout. Je sais, ça ne marche pas en anglais, mais bon,
C'est joli. Ça peut se vendre. Vous comprenez l'idée ou non? Mais ça veut dire quoi? Même si tu dis pas ADN, Adon, ok. Mais tu acceptes que tout a un ADN. Maintenant, le problème, c'est que la programmation de l'ADN, elle est où? Vous me suivez ou non? Elle est naturelle? Elle est automatique? Elle est mécanique? Elle est psychologique? Elle est inconsciente? Elle est consciente? Elle est volontaire? Elle est intentionnelle? C'est ça le problème. Ouais. Nous, on pense que c'est intentionnel dans le sens où le degré de volonté de l'homme, il est extrêmement élevé. Mais la société qui veut qu'on soit des animaux, c'est-à-dire des consommateurs, c'est-à-dire déjà tu arrives à tenir ton caddie dans le rayon sans toucher les produits, déjà tu dis, Blainara, cola cavode, vraiment, t'es arrivé à la caisse, vivant, bravo. En plus, t'as ta carte au champ, Blainara, qu'Hachem te protège, tu vas aller au Lamaba des caddies si Dieu veut, d'accord? Mais la Torah, elle a une autre ambition pour l'homme, beaucoup plus élevée. C'est pour ça qu'elle a des exigences sur la pensée, sur l'intention, sur la valeur, sur l'intrinsèque, sur la cause première. Pourquoi la Torah, elle va tellement loin? C'est vrai. Alors de qui elle parle? De 2 personnes dans l'univers? Non, elle parle de tout le monde. Mais seulement elle te donne un point d'ambition. C'est comme l'Everest. Tu dis, mais ça concerne qui l'Everest? Ben, ça concerne les gens qui veulent monter en haut. Ben, c'est pareil. Tu dis Harvard. Oh non, attends, Harvard, tu rigoles ou quoi? J'ai été au lycée technique de Sarcelles, tu me parles de Harvard. Eh ben, le mec, il dit, je veux faire Harvard. Et je t'en prie. Eh ben, le mec, il l'a fait. Hein. L'autre, il a fait Stanford. Comment Stanford? Le mec de... J'ai oublié le nom de la ville. Ouais. Enfin, disons, chercher un endroit perdu, genre à côté de Khalal Khalé. Le mec de Khalal Khalé, il arrive à Stanford. Il ne parlait même pas anglais. Il a dit, je vais le faire. C'est pareil. L'autre, il a dit, je vais racheter American Express. Du coup, tu vas rester calme, tu vas essayer d'acheter une baguette. Ouais. Le mec, il a racheté American Express. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que les limites de la volonté sont infinies. Comme celui-là, il était comme ça, il ne savait pas lire. Il a dit, un jour, je vais être Rosh Yeshiva. Il est Rosh Yeshiva. 400 élèves à Yerushalayim, il connaît le Talmud. L'autre, elle voulait 9 enfants, elle a fait 9 enfants. Tu dis, non, 1,2 plus un chien, c'est bien. 9 enfants. Tu dis, mais c'est pas raisonnable, ça veut rien dire. En 2024, 9 enfants. Et en plus, si Dieu veut, enceinte du 10e. Tu dis, vous êtes des fous. Oui, on est des fous. Il faut être fou. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont normaux. En fait, ils ne sont pas normaux, ils sont égoïstes. Parce qu'ils te disent, il faut être raisonnable. C'est ça raisonnable. C'est ça raisonnable. À 40 ans, d'être tous les deux en se regardant parce que les gosses sont déjà partis de la maison. Après, tu dis, je peux plus la voir. Je ne comprends pas. Elle est ophtalmo, toi, t'es opticien. Comment ça se fait que vous n'arrivez plus à vous voir? Ouais, mais on ne s'entend pas. Ben, faut vous lancer dans l'audio. Prothèse. Que Dieu protège mon mari. Donc vous avez compris qu'en fait, cette part d'intérêt, elle va participer de manière extrêmement fine dans toutes les dimensions de la vie. Toutes, ouais. C'est pour ça que le Maharal, il dit que quand on dit que le juge ne peut pas entendre la deuxième version, comme toi, tu ne peux pas entendre que l'autre, il n'est pas pour toi, comme toi, tu ne peux pas imaginer que l'autre, c'est un escroc, parce qu'il t'a fait rêver avec les 15% d'intérêt. Donc, tu n'as pas compris que les 50 000, tu ne les reverras jamais. Donc, tu ne peux pas envisager la deuxième option que tu t'es fait avoir. Il dit pourquoi? Il dit le Maharal, Shelo ta'ale al darto azvara anechona. La bonne version ne peut pas monter dans ta tête. Encore une fois, parce que le canal qui pouvait t'amener à la compréhension, tu l'as bouché. Pire encore, c'est marqué dans la Gemara aussi que sonner dvarim ametsudakim.
La personne, elle va haïr les paroles justes. Il dit, c'est quoi? Afilouane marim besinaï. Même celles qui ont été dites au mont Sinaï. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il est dans le pot de vin, il est dans l'influence, ouais, et ben il peut même arriver à haïr la Torah. Pourquoi tu vois des gens? La vérité, c'est vrai, c'est bizarre. Moi, je vois des gens. Bon, ils m'appellent, oui, ma fille, mon fils. Hein. Je dis, écoutez, bah, donnez-leur un cours. Ah non, ils ne supportent pas. Pour eux, vous êtes des gourous, vous êtes. Mais je ne comprends pas. Le mec, il a étudié la culture mésopotamienne. Il a essayé de comprendre la pensée bouddhiste. Il s'est intéressé à l'état d'esprit de la carotte quand tu la coupes en sens inverse du sens de la pousse, parce qu'il pense qu'elle a une âme. Selon l'esprit indien, la carotte a une âme, d'accord? C'est-à-dire que quand vous prenez deux carottes qui sont collées l'une à l'autre, en fait, vous êtes en train de massacrer une famille. Toi, tu dis non, mais c'est une carotte. Tu dis non, c'est une créature de Dieu. Ok. Du coup, les carottes sont cuites, d'accord? Mais quand tu lui dis écoute la Torah, non. C'est vrai. Pourquoi les juifs non religieux sont allergiques à la Torah? Non, dans l'absolu, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Des fois, à la télé, il y a un débat, genre l'avenir du passé. Grosse discussion, ils ont amené des spécialistes qui s'engueulent pendant 3 heures. Tu as le droit de voter par téléphone, ça t'a coûté déjà 150 € de SMS. Et t'as donné ton avis, après à table on s'engueule, non, il a raison, le passé, l'avenir du passé, le passé de l'avenir, et puis après tu vas dormir tranquille, en passant par les toilettes, parce que qu'est-ce que t'as pu te faire, d'accord? Et ça te dérange pas. Mais si je te dis, bon, il y a un cours de Torah, ah non, allez, ça suffit, c'est bêtises, hein, l'opium du peuple, c'est des bêtises, c'est des lourdeurs, comment vous pouvez vous faire bourrer la tête par des bêtises, par des... Mais je comprends pas, réfléchis. Le mec, il a étudié 15 ans, 9 heures par jour, il peut pas être débile. L'autre, il a fait 2 ans de philo, il devient Wardi passe à la télé, mais qu'est-ce qu'il a de plus? C'est bizarre, non? Une fois, il y a une dame qui est venue me voir, on était dans un Shabbat comme ça, communautaire. Bon, elle était présidente de, je sais pas quoi, d'une grande institution juive, bon, je vais pas citer. Et elle m'a dit, en tout cas, Monsieur Benchetrit, je voulais vous dire, déjà, elle dit, monsieur, déjà, tu as compris le niveau. Elle me dit, je voulais vous dire que j'ai énormément d'amis non-juifs qui me parlent de vos conférences et qui sont vraiment positivement impressionnés. Alors j'ai dit, écoutez, j'en suis très content, mais étant donné que vous êtes présidente d'une institution représentative d'institutions juives, donc a priori vous êtes juive, je suis choqué que ça fait 30 ans que j'enseigne et que maintenant que des goïms ils vous ont dit que c'est intéressant, vous avez trouvé ça intéressant. Ah, non, vous voyez ce que je veux dire ou non? C'est-à-dire que le feuge, il attend que le goy, il le dit, écoute, on est chez les fous. Maintenant, la logique, je vous dis la logique rabbinique, comme ça vous comprenez. Le juif, il a une mitzvah d'écouter, il a un commandement positif, donc il a l'Yetzara de ne pas écouter. Le non-juif, il n'a pas de mitzvah d'étudier la Torah, donc il n'a pas de Yetzara de ne pas étudier. Il n'y a pas d'opposition spirituellement naturelle. Donc il écoute. Comme il écoute, et il voit que ça tient la route, le mec, on le voit d'ailleurs, il a les bras en croix, enfin il est impressionné quoi. Ouais, le feuge, c'est pas évident, d'où ça sort, et puis après, tu sais, ça commence comme ça, et puis après, tu termines avec une calotte, après, tu es obligé de faire ça, le tennis dimanche ou le samedi. C'est que le feuge, il calcule. Le non-juif, il dit, la vérité, c'est la vérité. Des fois, la vérité, j'ai une tentation d'ouvrir une mosquée. Hein. C'est impossible d'avoir tellement de musulmans qui écoutent les cours. D'ailleurs, ils sont là. Ouais. Ça va, Youssouf? Ouais. Donc, restez calme. Bah, c'est ça, Internet. Hein. C'est comme Interville, sauf qu'il n'y a pas Guilux. Donc, si c'est ça, la logique, c'est que, encore une fois, la Torah, elle donne un très, très, très haut niveau d'ambition. Quand quelqu'un ne veut pas adhérer, automatiquement, à l'intérieur de lui, il a son Yetzerara. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzerara. Il l'appelle névrose, schizophrénie, bipolaire. C'est pas grave. Ouais. Mais il y a un truc en toi qui t'empêche. Maintenant, jamais tu te poses la question, ouais, comment ça se fait qu'un truc, que quand tu l'écoutes objectivement, il est hyper intelligent, il est hyper fondé, il est hyper
Encore cet après-midi, une personne, elle me racontait qu'elle est en contact avec une très 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 grande psychiatre de Paris qui officie en tant que dans les grands hôpitaux et tout, et qui est non juive, et qui disait, mais de toute façon, tout est dans la Torah. T'as compris? Et le Feuge, non, pas du tout. Bon, Freud, il était juif par hasard. Ça veut dire qu'au fond, les gens qui sont en recherche de vérité, d'essentialité, avec la bonne volonté, ils vont arriver aux mêmes conclusions. Mais ceux qui ont un intérêt à ne pas voir la vérité, donc c'est normal qu'ils arrivent à des bêtises, au point même de remettre en cause la Torah. Mais JG, même si tu ne penses pas que la Torah vient de Dieu, mais tu as quand même des gens qui avaient à peu près, sans exagérer, 130 000 fois le cerveau d'Einstein et qui n'ont pas trouvé l'erreur. Et toi, Bliaïnara, qui a quand même eu ton CAP de coiffure du premier coup, Anartnoulom et Dabrim al-Shotim, ouais, toi, tu as trouvé l'erreur, Bliaïnara. Je dis kol hakavod. Je suis impressionné, tu sais quoi, c'est un QI. Je me demande si tu n'en as pas plusieurs, des QI, ce qu'on appelle cervelle d'oiseau, de moineau. Bon, l'avantage avec les gens qui ont des cervelles d'oiseau, c'est qu'ils n'ont pas de regrets. Regardez Piaf, tous les jours en train de crier non, rien de rien. D'accord? Je sais, c'est spécial. Donc cette idée-là, elle est que, encore une fois, on n'arrive pas à comprendre, parce que là, je vous ai bien pollué la tête avec le niveau d'aveuglement, donc d'arriver à comprendre comment c'est possible d'arriver à un tel niveau. Alors, il y a encore un exemple qui est donné par le Rav Dessler, parce que tout ça, c'est fondé sur un chapitre de Rav Dessler qui s'appelle Mabat Haemet. Si vous avez l'occasion de l'étudier avant de mourir, il est incroyable. Moi, je l'étudie à peu près 1000 fois, donc vous pouvez le faire une fois. Si vous avez un copain qui comprend l'étude, vous lui dites, ah, je voudrais faire Mabat Haemet dans Rav Dessler, c'est dans le premier livre. Il amène un exemple aussi qui est incroyable. Il dit, imagine, on est en cours de maths, et le prof, il écrit un exercice. On sait comment ça se passe, il y a le prof qui écrit l'exercice, il y a les élèves qui sont en train de noter l'exercice pour faire l'exercice. Et puis, il a écrit la moitié de l'énoncé, et puis il reçoit un coup de fil argent, on lui dit, écoutez, il y a votre femme qui est en train d'accoucher, paf, il sort. Bon, et pendant qu'il sort, il a écrit que la moitié de l'énoncé. Et toi, à partir de la moitié de l'énoncé, tu commences à faire un calcul. Tu dis, bon, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Tu fais des petits calculs et tu arrives à une conclusion. Maintenant, tu sais que tu as que la moitié des données et tu sais que certainement, quand il va mettre l'autre moitié des données, il y a de grandes chances que ton résultat il soit faux puisqu'il était fondé sur la moitié des données. Le gars, il revient. Bon, finalement, c'était une crise d'aérophagie. Et puis, il écrit la suite de l'exercice, de l'énoncé. Et puis toi, évidemment, tu commences à essayer de résoudre le problème. Et tu te surprends, bizarrement, encore une fois, si tu as ce recul de te regarder vivre, de d'auto-analyser, de sentir que tu influences la démonstration vers le résultat que tu avais obtenu en première lecture, sur la base de la moitié des données. Vous me suivez ou non? Alors tu dis, mais attends, encore une fois, tu avais que la moitié des données, donc tu as des grandes chances d'avoir faux. Deuxièmement, tu sais très bien que quand il a donné la suite des données, il y avait des grandes chances que ça remette en cause ce que tu avais écrit, puisque c'était basé sur la moitié des données. Mais quand même, tu vas te battre pour essayer de prouver que ton premier résultat, il était vrai. Pourquoi? Parce qu'il a été émis par ton cerveau. La vérité, c'est pour ça qu'à l'époque, quand j'avais 17 ans, j'avais renoncé à la communication. Parce que communiquer, communiquer comme un. Mais quand je voyais que quand j'émettais 10 informations, il y en avait 9 qui étaient éliminées par les complexes, les angoisses, les stress, les malaises, l'ego, la difficulté à se remettre en cause, je dis ça ne sert à rien de parler. Parce que l'autre, il va raisonner sur ce que tu lui dis, alors que les 3/4 des éléments, il les a refusés. Donc tu m'étonnes que la réponse, elle n'a rien à voir. Or, la dialectique, pour ceux qui sont au courant, c'est qu'il y a une proposition, il y en a une deuxième qui est fondée sur la première, une troisième qui est fondée sur la deuxième, une quatrième, une cinquième, une sixième, septième. C'est comme ça la dialectique. Mais connaître parfaitement la mécanique de l'argumentaire de l'autre. Mais si toi, non seulement tu ne connais pas la mécanique de l'argumentaire, mais tu ne connais même pas l'opinion, et en plus tu t'en fous, donc tu ne peux pas être pas d'accord. Vous me suivez ou non?
Parce que ne peut être pas d'accord que celui qui peut être d'accord. Parce que pour être pas d'accord, il faut pouvoir être d'accord. Ça va toujours? Maintenant, si pour pouvoir être pas d'accord, il faut pouvoir être d'accord, donc tu peux être d'accord. Oui, donc si tu peux être d'accord, sois d'accord. Tu dis, mais non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vous le dis, hein, les 3/4 des gens qui sont en conflit, qui sont en querelle, qui sont en différence de point de vue, au fond, ils n'ont même pas entendu l'argument de l'autre. Mais d'un autre côté, au fond, c'est l'exigence de l'objectivité. Évidemment, parce que si tu ne sais pas ce que je dis, en quoi tu es... C'est comme les gens qui viennent, Raman Chetrit, j'ai une question sur la Torah, j'ai une question sur Dieu. Moi, la première chose que je demande, excusez-moi, ne le prenez pas mal, combien d'années de yeshiva avez-vous fait? 0. Eh ben alors, fermez-la. C'est vrai, non? T'as déjà vu un mec qui rentre à la fac de maths, il pose une question en maths, il dit, vous avez fait des maths? Non, jamais. Enfin, j'avais un échec en maths, échec... T'as déjà vu un mec qui rentre en chirurgie, il dit, attendez, c'est pas cette artère-là qu'il faut couper, c'est l'autre. Il dit, vous êtes quoi, vous, chirurgien? Non, mécano. Oh. C'est pas des durites, là, baba, c'est des artères. Donc jamais c'est arrivé, jamais qu'un mec qui est incompétent, il rentre dans un domaine de compétence qu'il n'a pas. Mais dans la Torah, tout le monde est compétent. Attends, mais un compétent, 2 compétents, 3 compétents, mais ça devient irrespirable. C'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez la vérité. Ou elle est très lourde, ou vous êtes très, très lourd. Bon, c'est pas grave. Maintenant, par rapport à ça, on est en train de dire de se remettre en cause. Or, si quelqu'un n'a pas cette élasticité mentale de pouvoir passer d'un point de vue à l'autre, de changer d'angle de vue, de pouvoir entendre un autre point de vue, de refaire tous les calculs en fonction d'un nouvel élément, comment il peut parler d'objectivité? Alors comment Birklal, il peut parler de vérité? Laisse tomber. Ouais. Simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas ça. C'est que si quelqu'un ne peut pas gérer le malaise de l'ignorance, le complexe de l'ignorance, la difficulté, encore une fois, à se remettre en cause, son taux de malaise, d'orgueil, de psychorigidité, d'ego, il n'a aucune chance, mais aucune de chez zéro, de tendre vers l'objectivité. Je ne parle même pas de l'atteindre. Tout son raisonnement, il est faussé par une donnée de départ qui va tordre son raisonnement. Mais en tout cas, vous voyez que le degré de finesse dans le degré d'intérêt, il est très fin. Donc ça veut dire que quelqu'un, il doit faire ce travail d'auto-analyse pour aller chercher. Alors tout ça, en vérité, c'est basé sur, encore une fois, la Gemara. Parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc j'ai gagné un temps fou. La Gemara dit « Amar Rava ». Il a dit Rava. « Maïta ama de shochada ». Quelle est la raison de l'interdit du pot de vin? Regardez, tout le développement, il est là. « Kevan de kabel les shochada miné ». Puisqu'il a reçu le cadeau de l'autre. Il crevait les darté. Alors son esprit s'est rapproché de l'autre. Avec égouffé. Et il est comme son propre corps. Donc l'autre, il devient son corps à lui. Donc lui, il devient l'autre. Donc l'autre devient lui. Donc comme lui, il devient l'autre. Donc ve'en adam roé chova. Et un homme ne se voit pas de défaut à lui-même. Donc comme il ne se voit pas de défaut à lui-même, il ne peut pas avoir des défauts chez l'autre. Elle dit la Gemara, maï shochada, en résumé, qu'est-ce que c'est shochada? Shochad, en hébreu, il dit Sheuchad, qui est un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu reçois le cadeau, automatiquement, ikrévélé darté, ça veut dire que ton esprit s'est rapproché du cerveau de l'autre, de la conscience de l'autre. Donc automatiquement, ikrévé, c'est rapproché, mais c'est aussi karov. Karov, c'est proche. Or, dans la loi, un juge, vous ne pouvez pas ni être juge, ni être témoin d'un proche. Vous ne pouvez pas juger votre frère, votre père, votre cousin, c'est interdit dans la Torah. Pourquoi? Parce que comme il est proche, automatiquement, tu ne vas pas le juger objectivement. Tu vas toujours le juger positivement. D'accord? Maintenant, la personne la plus proche de ta famille, c'est quoi? C'est toi-même. Donc, comme tu es proche de toi-même, tu n'arrives pas à te juger objectivement.
Si quelqu'un t'a donné un cadeau, en te donnant un cadeau, il devient proche. Donc comme il devient proche, il devient toi. Et de la même manière que chez toi, tu n'arrives pas à voir l'erreur, chez l'autre, tu ne peux pas voir l'erreur parce qu'il t'a fait le cadeau. Donc en vérité, le problème de l'aveuglement, ouais, ici, il prend une finesse, c'est en fait le manque de recul. Par exemple, vous prenez un gars qui est agrégé de littérature anglaise, donc il a lu à peu près 20 000 livres, et vous lui dites, bon, tu lis l'anglais? Bah oui, j'ai lu 20 000 bouquins, ok. Donc je vais te donner un texte à lire, tu vas le lire, tu vas être capable de le lire. Bah oui, attends, je vais te répéter combien de fois que je suis agrégé de littérature anglaise. Ok. Donc vous prenez un article en anglais, et puis vous le mettez là. Et vous lui dites, vas-y, alors lis-le, monsieur l'agrégé. Le mec qui dit, mais attends, ça n'a pas de sens. Allez, 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 arrête de faire des enfantillages, chercher des raisons, toujours pareil. Tu vas lire et tu lis. Vas-y, lis. Qu'est-ce qu'il répond le gars? Écoutez cette phrase, comme elle est belle. Je manque de recul. Je manque de recul. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre tes enfants? Parce que tu ne les as pas vus grandir. Tu manques de recul. Comme tu es collé comme ça. Tu n'as pas vu que la fille de 8 ans, elle a 20 ans. Alors tu lui parles comme si elle avait 8 ans. Mais ça veut dire quoi? Tu t'épiles. Tu dis, maman, j'ai 22 ans. Ah, déjà? Le temps passe. C'est un phénomène. Ouais. Donc cette logique, c'est quoi? C'est qu'en fait, Karov, c'est proche. Le proche, il n'a pas de recul. C'est comme si toi, tu es collé au mur. Je te dis, dis-moi, ce truc-là, là, c'est quoi? C'est un mur de prison? C'est un mur d'un palais? C'est la muraille de Chine? C'est quoi? Il dit, je peux pas, il faut que je prenne du recul. Ouais. Donc le recul, il permet de comprendre. De la même manière, quand toi, tu veux t'analyser à toi, il faut que tu prennes du recul. Mais comme toi, tu es en toi, tu as du mal à prendre du recul. C'est pour ça que la Torah, elle a donné le moussard. C'est quoi le moussard? C'est pas une marque de moussard rasé. Non. C'est une capacité, c'est une caméra qui permet de se projeter au-dessus de soi-même pour se regarder vivre. Maintenant, normalement, elle est censée être allumée 24/24. Chaque instant, chaque seconde. Voilà, moi, je vous parle, par exemple. En même temps que je vous parle, je m'écoute parler. Pas parce que ça m'intéresse, mais parce que je dois voir que ça tient la route, que c'est logique, que c'est pas trop long. Ouais. Que je suis encore pas trop loin de la conclusion, que j'ai encore le temps de suivre. Tout ça, je suis obligé de le faire en même temps que je parle. Donc, ça s'appelle le recul. Pareil, tu parles à un enfant, tu dois dire, attention, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelle est l'intention qui me fait parler? Si je suis énervé, je suis clair, si je l'aime, si j'ai les nerfs, je suis dégoûté, je suis écœuré, attention, parce que c'est ça qui va passer. Mais ça, tu peux te rendre compte de ce que tu es en train de transmettre au-delà de ce que tu dis, seulement grâce au recul. Mais les gens, comme ils réagissent les 3/4 par impulsion, tu m'énerves, je m'énerve. Mais là, dans cet éclat d'expression ou dans ce vomissement de nervosité, il n'y a pas de réflexion. Puis après, bon, il te restera toujours le temps. Ben écoute, bon, je pensais pas ce que j'ai dit. C'est sorti tout ça. Ça m'a échappé. Ça, c'est un phénomène. C'est un truc bizarre. Tu sais, un chien, il t'échappe. Une abeille, elle t'échappe. Comment un mot, il t'échappe? C'est-à-dire qu'on peut réussir à atteindre un tel niveau de non-maîtrise de sa parole que la parole n'obéit plus en tant que mode d'expression, mais en mode de forme d'expulsion. Bah oui, parce que comment tu peux dire ça? Ça m'a échappé. Tu sais, les mots ont dépassé ma pensée. Donc il y a la pensée, puis il y a un appareil buccal qui permet d'exprimer la pensée, mais bizarrement, ton appareil buccal ou vocal, il agit indépendamment. Alors quand tu es bourré, je comprends. Quand tu as fumé, j'accepte. Quand tu es en colère, ok, tu n'étais pas toi-même, tu étais hors de toi. Ouais. Mais quand tu parles, comment tu as pu dire c'est pas ce que je voulais dire? Mais réfléchis avant de parler. C'est sorti tout seul. Bah, toi, tu confonds rôter et parler, ça n'a rien à voir. Bon, les deux sont une forme de dégagement gazeux qui contient une information, puisqu'on sait ce que tu as mangé à midi, d'accord? Mais ça ne s'appelle pas exprimer, puisque exprimer, c'est sur le même mode que exister. Et de la manière que l'existence, c'était un exercice qui fait partie d'une expérience de vécu volontaire et conscient, si toi, tu n'es plus dans cette dynamique de maîtrise, je me demande même si tu existes. Mais tu vas me dire, comment j'existe pas? Voilà, j'existe. Mais non, puisque toi-même, puisque exister, c'est projeter son moi intérieur vers l'extérieur,
Et toi-même, quand tu as existé de cette manière-là, tu me dis, je n'étais pas moi-même. Alors c'est qui a existé? Combien vous êtes là-dedans? Non, je suis intéressé, il y a des passagers clandestins, il y a un monstre à l'intérieur. C'est vrai, des fois. Ça s'appelle ça les différentes personnalités. Ou les différentes facettes de la personnalité. C'est Dr. Jekyll et Rav Hyde. À Botaï, celui qui n'a pas développé un logiciel extrêmement puissant d'auto-analyse en temps réel de son flux existentiel, c'est pas sûr qu'il vit sa vie. Vous me suivez ou non? Parce que là, j'ai pas réfléchi, là, j'étais pas moi-même, là, j'étais fou amoureux, j'ai pas compris, là, elle était enceinte, j'étais bien obligé, là, j'ai signé sans truquer, donc j'ai dû payer pendant 30 ans, là, j'étais pris par la colère, là, c'était les conséquences de mon inattention. Dis-moi, combien tu peux être victime de ton absence? C'est pour ça que dans la Torah, la faute, elle s'appelle pshia, poshéa, pacharti, ouais. Et la pshia, c'est quoi? C'est la négligence. Et la négligence, c'est quoi? Eh bien, c'est l'action qui n'est pas maîtrisée par la conscience, par la volonté, par la maturité, donc, en résumé, par la crainte de Dieu. Voilà. C'est ça que tu dis, j'ai été négligent. Une fois, j'ai dit à quelqu'un comme ça, que j'étais un peu énervé, qu'il avait fait une bêtise de plus. J'ai dit, tu vois, moi, je suis né Ben Chetrit, toi, tu es négligent. Qu'est-ce que je te dis? Oui, il a mal pris, le pauvre. Mais grâce à Dieu, entre-temps, il s'est amélioré. Ouais. T'es négligent. Or, le négligent, il est sur un terrain gligeant. Donc, il s'églige comme ça. Il s'églige. Mais tu dis, mais qu'est-ce que tu fous par terre? Je n'ai pas vu la peau de banane. Ok, mais il n'y a pas de peau de banane. Ah oui, effectivement. Par contre, dedans, il y a une banane qui a provoqué cette banane. Sabri, ma banane. Donc si c'est ça, vous avez compris. Le phénomène, en vérité, c'est un phénomène de proximité. Mais encore une fois, étant donné que le mal et le bien ont les mêmes critères de fonctionnement, en vérité, tout le chesed, il est basé sur quoi? Sur le fait de faire un. Je vous rappelle que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. Donc aimer, c'est faire un. Or, l'unité, elle est le produit du binyan. Le binyan, c'est quoi? C'est bonnet. Bonnet, c'est construire. C'est quoi construire? C'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Vous avez deux éléments séparés, vous les mettez ensemble de manière durable, ça s'appelle bonnet. Donc ça s'appelle un binyan. D'ailleurs, le couple s'appelle un binyan. Binyan, ad. Ouais, c'est une construction éternelle ou un bâtiment éternel. Donc il y a un binyan. Et qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Olam, chesed, ibané. Le monde est construit par la bonté. Donc ça veut dire que la bonté, c'est-à-dire l'acte de donner à l'autre et de donner de soi-même à l'autre, c'est ce qui va être le ciment de la création, de la construction, bonnet, de notre Olam. Or, on a expliqué Olam, pour ceux qui s'en rappellent, ça vient de Ne'ilam. Ne'ilam, ça veut dire invisible. Donc la partie fondamentale de la construction de ton couple, elle est sur la partie invisible. La partie invisible, c'est la volonté, c'est l'intention, c'est l'influence, c'est la remise en cause, c'est le sacrifice que tu fournis. En fait, quand tout ce que tu construis, c'est basé sur le Ne'ilam, sur ce qui est invisible. Pareil, la relation avec l'enfant, la relation avec toi, la relation avec Dieu. Toute la religion, en vérité, c'est la gestion de l'invisible. Seulement qu'on a besoin de domaines visibles. D'accord? On a besoin de la perruque, on a besoin des tefilines, on a besoin de la Gemara, qui sont des repères visibles, mais pour fabriquer une relation dans l'invisible. C'est pour ça que la religion est basée sur la croyance, et la croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Donc comme tu dois gérer la croyance, et que la croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas, donc en vérité, c'est ce qui permet de fonctionner avec l'invisible. C'est pour ça que tu dois aimer la personne. Maintenant, la personne n'est pas visible. Par contre, le corps est visible. Maintenant, si tu n'arrives pas à dépasser le corps,
Tu n'es pas amoureux de la personne, tu es amoureux de son corps. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant que le corps a changé, bizarre, tes sentiments sont différents. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il faut que tu définisses le T apostrophe. Très important. Dans tout, c'est pareil. Là, tu dis, j'aime l'enfant. Ah bon, alors pourquoi quand il te déçoit, tu le fous en dehors de la maison, tu le fous dehors? Parce que tu n'as pas aimé l'enfant, tu as aimé la projection de ce que tu aurais voulu être. Mais comme il n'est pas devenu ce que tu attendais, donc tu as déçu. Comme tu es déçu, tu le fous dehors. Mais qui tu fous dehors, toi? Alors que quand tu dis je l'aime, c'est inconditionnel. Or, aimer, c'est echad c'est un c'est quoi? C'est binyan, c'est chesed, donc le chesed, la bonté, et le ciment de l'unité. Alors on a dit, c'est quoi le shochad? C'est donner. Donc quand tu donnes à l'autre, automatiquement, tu deviens proche de l'autre. Maintenant, le problème, c'est que la même bonté qui fait le lien entre nous, c'est la même bonté qui fait cette proximité qui implique le manque de recul qui fait qu'on n'arrive pas à juger. Ça va? Donc on a la bonté qui nous rapproche, ouais, mais d'un autre côté, on a le shochad qui nous rapproche. Et le fait d'avoir reçu la bonté, ça fait que tu perds ton objectivité. D'un autre côté, on ne peut pas construire sans bonté. Mais d'un autre côté, on ne peut pas être objectif à cause de la bonté. Ça va? Vous avez compris le paradoxe? La seule manière, encore une fois, c'est le moussard. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, je vais m'investir pour mon conjoint, mais je vais toujours garder une caméra fixée sur moi-même pour analyser pourquoi je le fais, comment je le fais, quelle est mon intention, pour donner le meilleur de moi-même. Et l'autre, pareil en face, qui va être le réceptacle, va se demander pourquoi je le reçois, pourquoi je l'accepte, pourquoi je fonctionne, pourquoi je m'arrange, quel sacrifice je suis prêt à faire pour trouver le compromis, pour faire le fondu, la fusion de nos deux démarches existentielles. Donc, il y a une caméra au-dessus de sa tête à elle, il y a une caméra au-dessus de sa tête à lui, et les deux, ils ont une caméra au-dessus de leur couple. En fait, c'est juste la surveillance, en fait. C'est que des caméras. Parce que s'il n'y a pas de caméra, encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de recul. S'il n'y a pas de recul, c'est la pulsion. La pulsion, c'est l'impulsion. L'impulsion, c'est en général, c'est l'Yetzirah. Parce que le moi extérieur, il a des pulsions. Le moi intérieur, il a des réflexions. Donc le moi intérieur, c'est l'adulte. Le moi extérieur, c'est l'enfant. Donc si tu te conduis comme un enfant, c'est souvent que l'adulte qui est en toi, il est en sommeil. Ou alors il est inexistant ou il n'est pas développé. Ouais. Maintenant, on t'énerve, tu t'énerves. On te fait un compliment, tu es content. Il pleut, tu fais la gueule. Il fait beau, tu es heureux. Tu as mangé, tu es bien. Tu n'as pas mangé, tu es nerveux. Tu as peur, tu as mal. Tu as mal, tu as peur. Ton corps, il est malade, tu ne te sens pas bien. Mais non, il y a ton corps, il y a ta viande, il y a ton moi extérieur, il y a la réalité, il y a le regard de l'autre, il y a la vie, il y a les actualités, il y a la télé, il y a Internet. Bon, ça, c'est extérieur. Mais à part ça, il y a un monde intérieur qui est censé être le censeur de ta perception du monde extérieur. Tu dis oui, mais l'intérieur, je ne me sens pas obligé de le développer puisque je ne suis pas obligé de rendre des comptes. Mais au contraire, parce que dans le regard extérieur, tu rends des comptes à l'autre, mais dans le regard intérieur, tu rends des comptes à Dieu. Et crois-moi qu'il a une perception beaucoup plus claire de tes actes, de tes pensées et de tes attitudes. Donc en fait, la crainte de Dieu, c'est un très 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 haut niveau d'objectivité dans la perception de ses actes. Alors que qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent mais c'est l'inverse. En fait, tu te réfugies dans la religion pour ne pas avoir assumé la réalité. En fait, ils transfèrent leurs problèmes à eux. Comme je vous avais dit une fois, un gars, un psychologue, gentil, hein, vraiment gentil, hein, vraiment, presque normal, quoi. Il m'a dit, je comprends pas, Echia, t'es un mec intelligent, t'es un mec cartésien, t'es un mec profond. Comment tu peux encourager les gens à la crainte? Mais la crainte, c'est une névrose. C'est une question quand même. C'est vrai, non? La vérité. Non, il y a des gens qui croient que quand ils arrivent à formuler de manière interrogative, ça devient une question. Non, ça peut être une grosse lourdeur, formulée de manière interrogative, mais bon, c'est pas grave. On va lui donner le crédit de son diplôme. D'accord. Je lui ai dit, mais jeune JG, ça veut dire jeune beb, prends rien que la constatation zoologique des comportements. Tu as remarqué que les gens qui ont peur, qui n'ont pas peur de Dieu, les non-croyants, ils ont peur de tout.
Ils ont peur de l'avion, ils ont peur de mourir, ils ont peur de glisser, ils ont peur d'être agressés, ils ont peur de l'Iran, ils ont peur du Covid, ils ont peur de tout. Moi, je les vois, les gens, ils ont peur. Aujourd'hui, la peur, c'est le premier coefficient déterminant de consommation. Les gens consomment parce qu'ils ont peur un jour de ne plus pouvoir consommer. Ça va? Ok. Par contre, celui qui a peur de Dieu, il a peur de Dieu, mais en dehors de Dieu, il a peur de rien. Lequel qui est le plus névrosé? Vous comprenez ce que je dis ou non? Parce que tu as peur de Dieu. Donc tu sais que Dieu, il fait la nature, il fait l'événement, il fait la santé, il fait tout. D'accord? Donc tu vas avoir par rapport à tous ces domaines-là que tu ne maîtrises pas, ouais, un niveau extrêmement mature de maturité qui s'appelle en français le lâcher-prise. Que nous on appelle la confiance en Dieu. Par contre, sur les domaines que tu maîtrises, parce qu'il faut que tu ailles parler à ta fille, il faut que tu t'excuses sur les bêtises que tu as fait, il faut que tu refasses les calculs pour être capable de rembourser la dette que tu as fait. Ça, par contre, là, il n'y a pas de lâcher-prise, là. Là, il faut être à 100%. Tu dois être dans l'efficacité, tu dois être dans la maîtrise totale. Mais encore une fois, tant que toi, tu n'as pas réglé ton scanner, c'est-à-dire à mesurer le niveau de déformation de ton intérêt dans ta réflexion, ce qu'on appelle le taux de FDG, ou le taux de foutage de gueule. Donc quand tu n'arrives pas à percevoir chez toi que toi-même tu te fous de ta gueule, ouais, comment tu peux parler de choix? Comment tu peux parler de liberté? Comment tu peux parler contre la religion? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Moi, les gens, j'ai pas peur. Un mec qui vient chez moi et me dit oui, là, parlons philosophie, puisque monsieur ne veut pas parler de religion. Parlons psychologie, parlons logique, parlons causalité. Mais non, le mec, il peut pas. Pourquoi? Parce que le fait même, écoutez bien, que la majorité de son argumentaire soit basée sur l'opposition, ça prouve qu'il se défend. Pourquoi il se défend? Parce qu'il n'a pas où aller. Je vous dis, c'est un concerné. Normalement, tu dois être libre. Tu es bien dans ta philosophie, tu es bien dans ta psychologie. Pourquoi tu es agressif? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Détends-toi, ça va aller. Il y a des cons, il y a des gens intelligents, il y a des gens rapides, il y a des gens lents, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres. C'est la vie, c'est le pluriel. Pourquoi ça t'énerve? Vous compris ou non? Le nerveux, il se défend. Regarde le moineau. Le moineau, vous avez vu le moineau? Vous avez déjà vu? Vous allez dans un parc, vous regardez un moineau. C'est un phénomène, le moineau. Il se pose devant vous. Bon, il y a des petites miettes. Alors le moineau, il fait comme ça. Mais il n'arrête pas, il fait comme ça. Il ne sait pas d'où ça va lui tomber sur la gueule. Donc il a toujours peur. Le lion, mais une détente. Il vient, il mord dans l'antilope, il prend le morceau, il va la manger. Il n'a aucune menace sur sa tête. Vous me suivez ou non? Donc le détendu, il a déjà fait le travail. L'autre, il sait qu'il n'a pas fait le travail. Donc comme il n'a pas fait le travail, il a peur. Je vous dis, vous mesurez le degré d'immaturité dans le niveau d'immaturité de la réaction de la personne. Donc celui qui pense que c'est de la faute de l'autre, celui qui ça le saoule, celui qui n'a pas les nerfs, celui qui n'en a rien à truc, celui qui pense que... C'est comme les gens qui me disent, oui, mais vous, Raph, vous êtes influencé par votre point de vue. Vous avez subi un lavage de cerveau. Mais je te souhaite d'avoir un cerveau propre comme le mien, Yabrel. Parce que tu crois que t'as mis, toi, la cinémathèque, l'ambiance, la lourdeur et les shit, et tu viens chez moi me dire que moi, je suis subjectif. Mais t'es même pas né, t'es pas né. Ton moi, il est même pas né. Parce que quand je te parle de toi, tu te vexes. Mais qui se vexe puisque tu es construit? Et là, tu n'es pas construit. Donc, tu n'es même pas né. Tu me parles à moi que moi, je suis obscurantiste parce que ma tête, elle est prise par les choses qu'on m'a mis dedans. Tu sais, j'avais 16 ans, 17 ans, ils ont voulu me convertir à une religion très proche du judaïsme. Ouais. Ils nous ont fait boire du vin en criant. Ils ont fait boire en criant, fait boire en criant, ils ont fait boire en criant. Puis moi, j'étais détendu.
Le mec, il est venu me voir comme ça en hystérie. Il m'a dit, l'année prochaine, tu vas être un... Ouais. Et je l'ai regardé, j'ai dit, je n'ai bu que du jus de raisin. C'est compris ou non? Maintenant, tu le saoules avec de l'alcool. Toi, tu le saoules avec du bourrage de crâne. Toi, tu le saoules avec de la sexualité. Toi, tu le saoules avec de la pseudo-réflexion philosophique. Ouais. Toi, tu le saoules avec du progressisme intellectuel, alors qu'en fait, tu es un pédophile, mais tu lui expliques que l'amour n'est pas limité par l'âge. Mais c'est toi l'animal. Et tu te moques de la religion. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'à partir du moment où les grands penseurs, soi-disant, ils ne sont pas en maîtrise de leur taux de shohad, et quand tu vois que les politiques, ils sont attrapés sur des trucs dégueulasses, que des grands professeurs, ils sont attrapés sur des trucs dégueulasses, que des penseurs, des scientifiques, des cinéastes, je t'en parle même pas, ouais. Et après, ils viennent te donner des leçons d'ouverture d'esprit et de libéralisme. Libéralisme. Et je comprends pas, t'as violé toutes les filles que t'as fait tourner dans tes films, tu viens me parler de la libération. Non, ils sont marrants, vous comprenez ou non? L'autre, il a un cours d'éthique à la faculté, il couche avec ses élèves. Non mais attends, c'était quoi le projet? Tu viens me faire quoi, moi? La fille, pour avoir une meilleure note, tu dis, écoutez, je suis pas sûr d'avoir la moyenne. Le prof, il dit, si vous voulez, j'ai une solution. Vous pourrez mettre les choses à plat, superposer les idées. C'est tous les jours, ça arrive, ça. Tu dis, ah, chazvi shalom, chazvi shalom. Ah, t'es devenu religieux, du coup, toi. Ouais. Donc, en vérité, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que... Oh, purée, je sais même plus où je suis. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Qu'en fin de compte, quand j'ai reçu le cadeau, je ne suis plus proche, d'accord? Mais en vérité, c'est qui le distributeur des cadeaux? Toi, tu crois que c'est l'autre parce qu'il m'a influencé? Non, parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai le Yetzer Hara, d'accord? Le Yetzer Hara, de la même manière que je suis victime du bourreau qui est en moi avant d'être victime du bourreau qui est devant moi, de la même manière, si moi, je ne suis pas en maîtrise de mon Yetzer Hara, si moi, je n'ai pas développé ma maturité, si moi, j'ai 14 ans mentalement alors que j'ai 40 ans physiquement, automatiquement, les prises de décision, elles passent par un intermédiaire qui s'appelle le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il crée les complexes, il crée les malaises, il crée les angoisses, il crée les nerfs. Il crée la susceptibilité, il crée la psychorigidité, il crée la lourdeur. Donc en vérité, quand la Torah elle t'a dit tu dois lutter contre ton Yetzer Hara, c'est pas seulement de ne pas manger du porc et de faire Shabbat et de s'habiller avec pudeur, c'est aussi qu'il faut aller rentrer dans les finesses. Comment le Yetzer Hara, il va se substituer à ta personnalité et que c'est ce qui fait que quand lui, il est présent, toi, tu es absent. Et comme tu es absent, tu n'arrives pas à être toi-même. Et comme tu n'es pas toi-même, tu ne vis pas ta vie. Donc dans cette logique-là, encore une fois, le moussard, c'est d'arriver à voir la part du Yetzer Hara. Moi, j'écoute les gens toute la journée. C'est quoi mon travail? C'est de voir quelle est la part du Yetzer Hara. Je dis, mais là, vous avez dit ça, après vous avez dit ça, c'est incohérent. Donc, je mesure le niveau d'incohérence. Après, je dis, je vois que vous êtes vexé pour ces trucs-là. Donc, ça veut dire que ça vous touche. Donc, c'est un truc que vous n'avez pas réglé chez vous. Après, vous avez été sensible à ce que comment l'autre a perçu la chose. Donc, c'est quelque part, vous avez de l'empathie dans ce domaine-là. Donc, en vérité, le sujet, c'est quoi? C'est de prendre les symptômes extérieurs pour fabriquer le portrait robot de la personne intérieure. Maintenant, pourquoi j'arrive à le faire avec l'autre? Parce que j'arrive à le faire avec moi. Celui qui est sorti du labyrinthe, il peut expliquer le chemin à l'autre pour qu'il s'en sorte. Mais celui qui est lui-même enfermé dans le labyrinthe, comment il va aider les autres? Je vois des gens, c'est leur métier. Hein. C'est leur métier d'aider les gens à sortir de leur labyrinthe. Ils donnent même des médicaments et eux-mêmes, ils sont pris dans leur labyrinthe. Ils sont angoissés avec leurs parents, ils sont en crise avec leurs enfants, ils ont un problème existentiel profond. Je ne comprends pas, c'est ton métier, tu as fait 10 ans d'études, toi-même, tu es perdu. C'est incroyable. Tu réfléchis déjà. Si déjà le maître nageur, il ne sait pas nager, Calvahamor, que le noyé, il va se noyer. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre d'un rave qui n'a pas fait le travail, qui n'est pas construit. Ah, mais il a une somme, une quantité de connaissances. Non, 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 non. Ça, c'est la connaissance, ça, c'est la bibliothèque. Mais si tu vois que les livres, ils sont tout neufs, tu as compris qu'il ne les a pas usés. Maintenant, quand les livres, ils sont usés, lui, il est tout neuf. Mais quand les livres sont tout neufs, c'est que lui, il n'est même pas construit. Il n'est même pas né. Alors, si déjà un rave, à plus forte raison, un spécialiste ou un thérapeute ou n'importe quoi. Rappelez quand Raoul, là, le docteur Raoul,
est très, très, très balèze. Son CV, c'est la Megillah d'Esther. Hein. Tellement il a de spécialités. Il y a quelqu'un qui a commencé à lui dire, oui, mais comprenez, un spécialiste, il a dit, excusez-moi, les mecs qui passent à la télé pendant le Covid, mais c'est des nuls à côté de lui. Comment ces mecs-là, ils peuvent le remettre en cause à lui? Le mec, il a 23 diplômes de virologie. L'autre, il est spécialiste en quoi? En quoi il est spécialiste? En rien. D'accord? C'est lui qui s'occupait de la gestion des bouteilles à la salpêtrière. D'accord? Le mec, d'un seul coup, il l'a emmené à la télé parce que c'était le seul qui était libre. On lui demandait son avis. Il disait, bon, écoutez, je pense que le vaccin, en fait, si on l'utilise, il pourra quand même être moins dangereux que si on ne l'utilise pas. Blainara. Ouais, moi aussi, quand je sors de la piscine, je suis mouillé. Pff, ah, vous aussi? Ah bah. Et toi, tu remets en cause Raoult? Mais ferme ta bouche. Oui, ben c'est exactement pareil dans la Torah. Tu as des spécialistes et tu as des nuls. C'est pas grave, la barbe, ça pousse tout seul. C'est comme les mauvaises herbes. Oui. Donc, tu sais à qui tu t'adresses, tu sais de qui tu apprends. Mais, encore une fois, ce que tu dois mesurer, c'est est-ce qu'il y a eu le travail des midotes? Est-ce qu'il y a la dimension intérieure? Est-ce qu'il y a la hirat shamaïm? Mais la démonstration de connaissance, la déflagration de mitraillettes de référence, si elle n'est pas accompagnée d'un travail équivalent, je vais dire pire. Si quelqu'un il connaît beaucoup plus que ce qu'il a changé, il est dangereux. Parce que quelqu'un, il doit changer au fur et à mesure qu'il apprend. Puisque les allers-retours, c'est Vayadata, Vashevota. Donc tu apprends, tu deviens, tu apprends, tu deviens, tu apprends, tu deviens. Mais si tu apprends beaucoup et tu ne deviens pas, il va y avoir un écart de maturité entre ce que tu sais et ce que tu fais. Exactement pareil que l'autre, il est diplômé, mais il est perdu dans la vie. Il gère 4000 employés, mais il ne peut pas gérer 3 enfants le dimanche après-midi. D'accord? Il arrive à maîtriser sa colère dans les arts martiaux, mais dès qu'on lui parle de sa mère, il tue le mec. Tu dis, mais je ne comprends pas, mais tu es censé maîtriser. Il ne maîtrise pas. Donc en fait, le travail n'a pas été fait. Donc dans cette logique-là, pour ça que les 4 exemples qui ont été donnés, encore une fois, qui étaient très fins, mais ils sont toujours liés à l'attention que tu m'as donnée, au fait que tu m'as donné le kavod de me choisir, au fait que tu m'as ramené les fruits un jour avant, donc tu m'as prouvé que j'existais, ou au fait que j'ai du mal à me remettre en cause parce que, encore une fois, j'ai un a priori par rapport à la moitié de l'énoncé, donc j'ai voulu continuer à faire le résultat. Et bien ça, c'est quoi? C'est qu'il faut aller chercher très très loin à l'intérieur de soi-même quels sont, en fin de compte, les éléments participant à la trajectoire de ma réflexion, et ça, il faut que j'ai le recul pour cela. C'est pour ça que je vous ai parlé du Moussa. Donc, je dois mesurer l'attention qui fait que je porte à ce sujet-là. Qu'est-ce qui me motive? D'accord? Comme disait Colombo, à qui profite le crime? Ça intéresse qui? C'est quoi ton intérêt? Pourquoi tu t'investis dans une histoire qui ne te concerne pas? Que bizarrement, tu avais des problèmes avec cette personne-là dans le passé et que d'un seul coup, objectivement, tu as envie de l'aider? Ouais. Qu'est-ce qui fait que ta réflexion, ton choix, ta décision soient influencés? Pourquoi? Parce qu'on l'a dit que cette loi, elle concerne le juge. Mais en vérité, il dit Rav Dessler, un homme, toute sa vie, il est juge. Puisque toute notre journée, on passe des décisions. On fait des psak halakha, on tranche. Or, de la même manière que le Rav, quand il doit trancher une halakha, eh ben, il doit être en toute objectivité. Toi aussi, quand tu dois faire un choix, eh ben, tu dois être capable de diagnostiquer le type de shochad qui est en toi. Parce qu'il y en a toujours. Celui qui te dit « je suis baba salé, je suis objectif, je suis 100% pur », c'est un halom. Non, il y a toujours du pot de vin. Ouais. Après, c'est quoi? C'est de déterminer qu'il y a du pot de vin, de déterminer quelle est la nature du pot de vin et surtout de déterminer quelle est la proportion. Parce que si tu as 50% de flemme dans ton raisonnement, tu es mort. Si tu as 80% d'orgueil, si tu es 70% en colère, si tu es dans une logique de peur d'avoir à te remettre en cause, si c'est lié à un intérêt pécunier, si tous ces éléments-là, ils font que ton raisonnement, il est faussé. Donc, cette logique-là, ou même la difficulté, par exemple, on a dit dans le réflexe de penser que c'est toujours la faute de l'autre. Le shochad du transfert qui provoque le transfert de culpabilité, le transfert de responsabilité, le transfert d'existentialité, parce qu'il y a un confort
à accuser l'autre de ne pas exister à ta place. Il y a une facilité aussi, par exemple, ça c'est un très grand shochan, à l'exigence. Des gens qui viennent te dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu agis comme ça, j'ai jamais compris. Avec ma femme, au Hachem, on a travaillé des années sur ça. Ouais, de ne pas être en exigence de l'autre. Déjà, tu ne devrais même pas être en attente de l'autre, mais en plus, toi, tu es en exigence. C'est-à-dire que tu penses que tu es le conducteur de la voiture de l'autre. Que tu peux être le juge de ses comportements et que l'autre, s'il n'est pas orienté dans ton intérêt à toi, donc son existence perd son intérêt. Mais Rabotaï, c'est pas chouette. Pourquoi les gens, ils ont la haine? Ils ont la haine parce qu'ils sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Parce qu'ils sont insatisfaits. Pourquoi ils sont insatisfaits? Parce qu'ils sont exigeants. D'accord ou non? Donc, dès que j'ai commencé à exiger, ouais, comme les gens ils viennent me dire, Rav, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Je dis, mais mardi prochain, fais le courtois. Moi, je suis venu pour faire un cours. J'ai fait un cours. Tu veux que je te dise? Même moi, je suis spectateur de ce qui est sorti de ma bouche. Et toi, tu me dis, oui, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Je dis, si toi, tu penses qu'il fallait parler de ça, la semaine prochaine, si tu veux, tu peux même reprendre tout le cours et rajouter les éléments que tu penses être manquants. Et ça ne me dérange pas. Moi, j'attends. Ça fait 30 ans que j'attends de m'asseoir ici pour écouter le mec qui va parler ici. Bon, ils ne veulent pas se lever les gens. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut ne pas être dans l'exigence. La preuve, le plus qui aurait la possibilité d'exiger, c'est qui? C'est Dieu. Et il n'exige pas. Qui c'est qui pourrait nous manipuler comme des robots? C'est lui. Et il nous laisse le choix. Ouais. Qui c'est qui pourrait toute la journée nous mettre la pression sur la tête? Et il ne le fait pas. Alors comment ça se fait que nous, on se permet d'être les maîtres à penser, les maîtres à décider, les maîtres à juger? Mais t'es qui, toi? Oui. Une fois, il y en a un, il est venu chez moi. Il m'a dit, vous savez, Rav, j'ai entendu que tel monsieur, il a trompé sa femme. En plus, c'est un rabbin. Il me dit, tel rabbin, il a trompé sa femme. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que c'est pas bien? Il m'a dit, mais c'est très grave. Je dis, ok. Bon, tu sais que cette femme-là, en fait, ça fait 19 ans qu'elle a un très, très grave problème gynécologique. Et ça fait 19 ans qu'il n'a pas été avec sa femme. Dis-moi, t'aurais tenu combien de semaines, toi, le tzaddik qui juge? Peut-être 2 semaines, tu aurais dit, écoutez, c'est pas sain, je suis obligé de tromper ma femme. Lui, 19 ans, il a tenu. Toute la vie, c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est pas le problème que tu as vu du bien ou tu as vu du mal. Le problème, c'est comment tu as pensé que tu avais le droit de juger. Et moi, je vous dis, hein, ne vous prenez pas mal. Mais il y a un effet miroir. Quand tu juges, on te juge. Quand tu es déçu, écoute bien, quand tu es déçu, tu déçois. Oui. Après, tu dis, ah, vraiment, tu penses que je suis une chala? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses des autres? Moi, je pense que les gens sont des chala. Ah, comme tu penses que les gens sont des MERDE, on te voit comme une MERDE. Pourquoi? Parce que quel intérêt de penser que l'autre vaut rien? C'est parce que tu crois dans une forme d'illusion d'optique qu'en rabaissant l'autre, tu te fais grandir à toi. Mais non, ton niveau, c'est ton niveau. Il ne va pas changer parce que l'autre, il est grand ou il est petit. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, c'est ton problème personnel que tu transmets à la réalité qui est en face de toi. Donc, ton regard, il est déformé par ton problème personnel. Maintenant, si tu avais eu cette capacité de juger chez toi l'origine, encore une fois, de ta parole, l'origine de ton acte, l'origine de ta pensée, l'origine de ton attitude, l'origine de ta réaction, parce que tu n'as fait que réagir, ouais, tu aurais compris qu'il y avait une part de Yetzer Hara, ou une part de névrose, ou une part de lourdeur, qui était largement majoritaire. Alors si je te dis un petit peu de déformation du canon, il a emmené la balle de l'autre côté, alors imagine-toi si toi c'est entièrement déformé par le fait que tu n'es pas construit, par le fait que tu n'es pas en maîtrise, par le fait que tu n'es pas clair, par le fait que tu ne te respectes pas, que tu ne connais pas ta valorisation personnelle, que tu n'as pas une relation mature avec le divin, que tu n'es pas en maturité par rapport à tes choix, que tu n'es pas en maturité par rapport à tes peurs. Qu'est-ce que je te dis maintenant? Après tu viens parler de vérité, d'exigence, d'objectivité,
et en plus, t'es choqué, et tu te mets maintenant l'étendard représentatif du Hémet. Il y a un truc que tu n'as pas essayé. Il me dit, ah bon, c'est quoi? Je dis, de fermer ta gueule. Il dit, si on ne te parlait pas ça, comme là, comme ça. Mais moi, je parle comme ça. Mais toi, tu agis comme ça. Ferme ta bouche. Non, mais ferme ta bouche. Parce que pendant que tu fermes ta bouche, peut-être, si Dieu veut qu'Hachem t'envoie la réfoua chez les mains, il va te rester du temps pour réfléchir. Il va te rester de l'énergie pour prendre du recul. Il va te rester l'espoir de tendre vers l'objectivité. Peut-être. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Quand je donne des programmes de travail aux gens, et que les mecs, ils me disent, il y a combien de cours? Ou ils me disent, ils sont longs les cours. Ou ils me disent, bon, je les écoute, mais franchement, il faut vraiment mettre par écrit tout ça, faut vraiment analyser. Je fais, non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de manger, tu n'es pas obligé de respirer. Tu peux mourir. Ah, mais c'est grave. Non, tu n'es pas obligé, rien. On est obligé de rien. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc c'est une question ou d'ambition ou de pas d'ambition. Maintenant, tu es perdu, tu as fait 10 ans de thérapie, je te donne un programme, je te dis qu'il faut faire les choses par écrit. Tu me dis, écoutez, j'ai écouté les cours, mais je n'ai pas fait le travail par écrit. Mais va chez ta mère. Mais même le temps que je prends à gaspiller des neurones, à te répondre à une lourdeur, que tu m'exprimes parce que tu me dis, j'ai pas fait le travail, mais j'ai pas eu les résultats. Mais pourquoi je perds mon temps? L'autre, il a une occlusion intestinale. Toi, tu as une occlusion neuronale, Baba. Tu as le cerveau bouché, mais qu'est-ce que tu as là-dedans? De la merde. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Mais toute la vie, c'est comme ça. Les gens viennent chez moi. Ah, mais Chetrine, je donne le guet dans 3 jours. Est-ce que vous avez une solution? Bien sûr, répète après moi. Idgadal, vite. Ça fait 15 ans de marié. Tu es marié depuis 15 ans. Travaille 15 ans. Pourquoi il y a 15 ans? Pourquoi le mariage est long? Parce que le travail, il est long. C'est normal, oui. Bon, pour faire une tarte, ça prend 40 minutes. Pour faire un couple, tu crois qu'on prend 3 à 30? Bon, c'est vrai que tu as épousé une tarte, mais quel rapport? Ouais. Donc c'est normal. Donc encore une fois, si toi, tu as le pot de vin existentiel, de la flemme, de la paresse existentielle, de l'incapacité de jugement, du manque de recul sur toi-même, de ne pas connaître ton niveau d'infantilité, ton niveau de gaminerie, ton niveau de bêtise, ou au contraire, tu n'es pas capable de valoriser chez toi qu'est-ce que tu as déjà acquis, qu'est-ce que tu as déjà conquis, qu'est-ce que tu as déjà gagné, sur quoi tu es fort, sur quoi tu es bien, et parce que c'est cette conscience de ce que tu as atteint qui te permet de lutter contre les déficits de ce que tu n'es pas devenu. Et cette dynamique-là, comme une dynamo, elle va créer chez toi l'évolution. L'évolution, si Dieu veut déjà, pour essayer de rattraper le retard de maturité entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es, et ensuite, en temps réel, dans chaque situation, d'être la personne, on a dit en français, l'homme de la situation. Parce que c'est ça qui est dur. C'est pour ça que je vous ai dit que la caméra du moussard, la caméra de la remise en cause, elle est faite pour être utilisée en temps réel. Parce que regarder le film en différé et de dire « Oh, j'aurais dû, j'aurais pu, c'est dommage, j'ai pas réfléchi, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas divorcé. » Mais non, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter les cours, de les travailler, de les intégrer, pour que, si Dieu veut, quand la situation va arriver, et va te monter, non pas la phrase du cours, il va te monter le réflexe intégré grâce au travail du cours. Et donc, tu vas éviter de faire l'erreur. Et en vérité, c'est une Gemara. Je termine avec ça parce que, pour une fois, oh là là. Chaque fois, je dis, je vais finir à 10h15, mais ma montre, entre 10h15 et 11h15, les minutes vont plus vite. Vous avez encore une minute ou non? C'est une Gemara dans Brachot. La Gemara, elle dit que il est interdit de profiter de ce monde sans dire une bénédiction. Je vous ai fait tout en français, ça ira plus vite.
Alors la Gemara dit, si quelqu'un il a profité, il a mangé un fruit, il n'a pas fait la bracha, qu'est-ce qu'il doit faire? La Gemara dit, Yelech etzel chacham, il va aller chez un sage. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il va lui faire le sage? De toute façon, le fruit, il l'a déjà mangé. Il n'a pas fait la bracha. Le sage, il ne va pas remonter en arrière. La Gemara dit, Yelech etzel chacham, vilmod ilchot brachot. Il va aller chez un sage et il va apprendre les lois des bénédictions. Il dit, ok, encore une fois, ça va pas réparer, oui. Mais à l'époque, pourquoi est-ce qu'il a fauté de manger son truc? Parce qu'il ne connaissait pas la loi, ou il n'avait pas conscience de l'importance, ou il ne connaissait pas la gravité. Donc maintenant, il va aller chez le Chacham. Le Chacham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui augmenter la connaissance. Maintenant, avec cette connaissance, lui, il va augmenter la sensibilité. Avec la sensibilité, il va augmenter la pratique. Ce qui fait que quand après, il aura une occasion à nouveau de se retrouver devant un fruit, naturellement, il fera la bracha. Parce qu'il est devenu, par le conditionnement, la personne qu'il était censé être. Alors encore une fois, tu reposes la question idiote, tu dis oui, mais ça ne va pas arranger ce qu'il a fait à l'époque. Mais le problème, ce n'est pas d'arranger ce que tu as fait à l'époque. Le problème, c'est que quand toi, tu étais a posteriori dans une situation, ce que tu dois faire, c'est de te mettre le plus rapidement possible a priori. Donc tu es a posteriori dans tes comportements, tu te mets a priori. Tu es a posteriori dans ta comptabilité de business, tu te mets a priori. Tu prends le comptable, on met tout à jour, hop, on sort les factures, on sort les chèques, on est tout propre. Non, le mec, il attend le contrôle fiscal pour aller voir le comptable. Un assureur, il me racontait. Le mec, il a acheté une maison, 9 millions d'euros. Une belle maison. Bon, 40 pièces, 3 piscines. L'assureur, il lui a dit, bon, bah, il faut payer 14 000 euros par an. Le mec, il dit, t'es malade, 14 000 euros, t'es fou. Je payais 87 euros quand j'étais dans mon HLM. Il dit, oui, mais enfin bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après? Court-circuit, la maison, elle a brûlé. 14 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'assureur qui me raconte. Le mec qui me raconte, il me dit, écoute, je suis perdu, est-ce que tu pourrais antidater le contrat? Je me suis dit, mais je ne vais pas aller en prison parce que t'es brêle. En plus, il s'appelle Jacques. Ouais. Mais c'est ça toute la vie. Toute la vie, c'est qu'on ne peut pas antidater le contrat d'assurance. D'accord? On ne peut pas éduquer les enfants qu'on n'a pas éduqués. On ne peut pas construire le couple qu'on n'a pas construit. On ne peut pas établir la relation avec Dieu qu'on n'a pas établie. Donc, il faut décider, est-ce qu'on est a priori ou est-ce qu'on est a posteriori? Or, bizarrement, ce qui nous maintient dans cette dimension d'a posteriori, c'est le shochan, c'est le pot de vin, puisque ça crée une forme d'aveuglement qui fait que le temps passe sans que tu te rendes compte, sans que tu anticipes sur l'avenir. Donc, la vraie question, encore une fois, c'est pas la Avera, fauter ou pas fauter. Ouais. Le problème, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à fauter. Donc c'est ton niveau d'immaturité, ton niveau d'ignorance, ton niveau d'incohérence qui est le terrain qui t'a amené à fauter. Et maintenant, c'est cette capacité à anticiper qui va donner le niveau de maturité. Et sachez-le, c'est le niveau de maturité atteint par l'expérience de l'application de la mitzvah au profit d'un devenir spirituel très élevé qui te donne le monde futur. Ça va? Donc c'est pas parce que vous allez amener des sacs de mitzvot et vous allez dire à Dieu, j'ai droit à combien avec ça? Le bon Dieu, il m'a dit, les mitzvot, c'est beau, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es devenu grâce. Mais si tu n'es pas devenu, Baba, qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est comme le mec, il a payé quelqu'un pour aller à sa place en cours de médecine et de chirurgie. Effectivement, ils ont tout triché, ils ont tout magouillé. Il a le diplôme à son nom, puisque l'autre, il est parti avec une fausse pièce d'identité avec son nom. Mais lui, est-ce qu'il est chirurgien? Il dit, attends, tu sais que je fais chirurgien. Il dit, ok, bah justement, il y a une place à Necker, là, il cherche un chirurgien. Non, mais tu comprends, je ne supporte pas la vie du sang. Donc si déjà un faux chirurgien, il ne peut pas opérer... Alors comment un faux homme, il peut se plaindre de son couple? Comment un faux père, il peut se plaindre de ses enfants? Et comment un faux juif, il peut se plaindre du bon Dieu? Je te dis, FTG, ferme ta... et travaille. Va travailler, va. Allez, Chazak ou Baruch.